Bonsoir, on va commencer la conférence. Merci déjà d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gronfier, chronobiologiste qui travaille à l'INSERM de Bron. La conférence de ce soir est intitulée « Le sommeil, une histoire de rythme et de lumière ». Il s'agit de la première conférence du cycle Éclat de sciences 2018 qui est consacrée cette année à la santé. Il y aura une deuxième rencontre le vendredi 1er juin. Nous rencontrerons Madame Catherine Réverdy et Madame Gossel sur la question de l'utilisation des neurosciences à l'école. Sinon, pour connaître l'ensemble de nos animations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, donc c'est médiathèque.villeurbanne.fr. Après la conférence, vous êtes tous invités à prolonger ce moment autour d'un pot qui sera installé juste à côté de l'auditorium. Voilà, maintenant je vous laisse auprès de Monsieur Gronfier. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui? Non, vous ne m'entendez pas au fond? J'ai obligé de parler plus fort, c'est ça? Maintenant vous m'entendez mieux? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Peut-être que quelqu'un peut monter le son. Je suis ravi d'être là. Je remercie mes hôtes qui m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse et qui m'ont convié à donner cette conférence ce soir. Je suis ravi de voir autant de gens parce que vous allez voir, j'espère, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le sommeil. C'est en tout cas ce qu'on essaie, nous, de transmettre. Moi, je suis chronobiologiste. Je travaille sur les rythmes biologiques. On va dire ce que c'est que les rythmes biologiques. Et je suis chercheur à l'INSERM. Je m'intéresse en particulier aux mécanismes. Quels sont les mécanismes qui permettent de bien réguler notre sommeil dans les 24 heures, permettre par exemple au sommeil de s'installer pendant la nuit et non pas à 4 heures du matin ou bien à 18 heures. Et puis comment est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances pour traiter des troubles? Alors je ne suis pas médecin, je suis physiologiste, mais je travaille en collaboration proche avec un ensemble de médecins, des médecins qui s'occupent des yeux, les ophtalmologues, des médecins qui s'occupent des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, parce qu'on observe que dans beaucoup de pathologies, on a des troubles du sommeil. Et eh bien, les connaissances qui proviennent de la chronobiologie permettent de traiter des troubles sans passer par les médicaments, mais en utilisant la lumière, l'exposition à la lumière, vous allez le voir, peut permettre de traiter certains troubles du sommeil. Alors, je vais jongler avec... Alors, juste avant de commencer la conférence, je me permets de faire une publicité pour une étude qu'on est en train de démarrer au laboratoire et qui s'intéresse au rythme biologique chez ceux qui souffrent de migraines ou de maux de tête. Donc, si vous souffrez de migraines ou de maux de tête, n'hésitez pas à venir me voir ou alors à envoyer un message à recherche.chronobiologie@inserm.fr. C'était la séquence publicitaire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de deux choses. Le sommeil et les rythmes, puisque le sommeil est une histoire de rythme. Alors on va commencer par la première partie. Alors, quand on fait venir des gens au laboratoire, des participants à nos recherches, ou bien quand quelqu'un souffre d'un trouble du sommeil, eh bien on le fait venir à la clinique du sommeil et on l'équipe un petit peu comme ça. Alors c'est un petit peu exagéré évidemment, mais on l'équipe avec un ensemble de capteurs sur la tête, de chaque côté des yeux, au niveau du thorax. Et on lui dit, maintenant j'aimerais que vous vous relaxiez pour pouvoir bien dormir. Donc ça permet à chacun d'entre vous de comprendre que ce n'est pas toujours évident de bien dormir quand on n'est pas à la maison, mais en plus quand on est équipé de tous ces capteurs. Et pour ceux qui sont déjà passés dans un laboratoire du sommeil pour différentes raisons, vous savez que ce n'est pas facile de dormir au laboratoire. Ce qu'on fait, c'est on s'y prend de cette manière-là, on place des capteurs alors sur la tête, parce qu'ils doivent enregistrer l'activité cérébrale, on place des capteurs au niveau des yeux, parce que pendant certains stades de sommeil, on voit apparaître des mouvements oculaires. Et puis on place des capteurs sur le menton, au niveau du thorax et à d'autres endroits, par exemple un microphone pour capter les ronflements, un capteur sur les jambes qui permettent de détecter s'il y a un mouvement des jambes, etc. Donc on va utiliser un ensemble de capteurs, on va enregistrer les signaux qui proviennent de ces capteurs, et le matin, quand la personne se sera réveillée, eh bien on va analyser cet enregistrement et déterminer si le sommeil était de bonne qualité, s'il était de mauvaise qualité, s'il y avait des ronflements, s'il y avait des apnées du sommeil, etc. Donc c'est ce qu'on fait au laboratoire ou en clinique du sommeil. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde ces signaux? Eh bien on découvre que le sommeil, ça n'est pas un phénomène passif. Pendant très très longtemps, jusqu'en 1930, l'année à partir de laquelle on a fait les premiers enregistrements du sommeil, on ne savait pas très bien ce que c'était le sommeil. Les Grecs pensaient que c'était la mort, le sommeil.
Sauf que, évidemment, on se réveille le matin. Mais il ne savait pas très bien ce que c'était. Donc il disait, bon, c'est quelque chose d'un petit peu intermédiaire entre la vie et la mort. Et puis, jusqu'aux années 1900, on savait que c'était un état particulier, mais on pensait que c'était un petit peu un état binaire. On est éveillé ou on est endormi. On a découvert en 1930, avec ces enregistrements que je vous ai décrits, que le sommeil est un phénomène très actif. Le cerveau est très actif. Et on voit, à partir de 1950, en France, en particulier à Lyon, Michel Jouvet a découvert qu'il y avait un sommeil très particulier, qu'il a lui-même appelé le sommeil paradoxal. Alors il a appelé ça le sommeil paradoxal parce qu'il a vu que l'activité cérébrale, elle ressemble énormément à l'activité qu'on a lorsqu'on est éveillé. Pour autant, on a les yeux fermés, on est complètement immobile et il est très difficile d'être réveillé pendant le sommeil paradoxal. Donc il a dit, voilà, c'est un petit peu paradoxal cet état. Le cerveau est actif, mais le corps est endormi. Et puis on a découvert d'autres stades de vigilance, comme le sommeil à ondes lentes. Donc quand on enregistre le sommeil de quelqu'un, au début de sa nuit, il va être éveillé, les fréquences de ces ondes cérébrales vont être très rapides. Ensuite, elles vont se ralentir un petit peu, elles vont ralentir encore un petit peu, puis encore, puis encore. Et lorsqu'elles auront cette forme-là, lorsqu'on verra ça sur l'écran de l'ordinateur, eh bien on saura que la personne est en sommeil lent profond. Là, il est très très difficile de réveiller quelqu'un en sommeil lent profond. Et puis juste après ce petit bout de sommeil lent profond, qui peut être un grand bout d'ailleurs, eh bien on va faire ce sommeil paradoxal très particulier. C'est là que se produisent la plupart des rêves. On pense encore à l'heure actuelle que les rêves se produisent pendant le sommeil paradoxal. Et on va faire ce genre de cycle plusieurs fois par nuit. Donc là, cette fois-ci, on voit l'enregistrement de quelqu'un qui aurait été couché à 23 heures et qui se réveillerait à 7 heures. On voit qu'il y a, en début de nuit, on plonge très très rapidement dans le sommeil. En général, en 15-20 minutes, tout le monde est endormi. Quelquefois, certains s'endorment en 2 minutes, s'ils ont une forte pression de sommeil. Et puis, on va faire ce sommeil à ondes lentes, ce sommeil lent profond, et puis du sommeil paradoxal, puis éventuellement encore du sommeil à ondes lentes, et du sommeil paradoxal, du sommeil à ondes lentes, du sommeil paradoxal. Vous voyez qu'on va osciller entre du sommeil à ondes lentes et du sommeil paradoxal. Et chaque oscillation, c'est ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Et pendant sa nuit, on va faire en général 4, 5, 6 cycles de sommeil. Donc vous voyez, on évoque souvent les trains du sommeil. On dit, voilà, on va faire 5 ou 6 cycles de sommeil. Et puis le soir, quand on est fatigué, si on résiste, eh bien, il va falloir attendre le passage du train suivant. En général, 1h30. Ce n'est pas tout à fait juste. En général, si on résiste un peu, on peut s'endormir assez rapidement si on va se coucher. On ne va pas attendre 1h30. Mais en général, quand on ressent les premiers signes du sommeil, il ne faut pas traîner, il faut aller se coucher, il faut en profiter. Vous voyez que le sommeil, c'est très dynamique. On a ces cycles de sommeil à ondes lentes et de sommeil paradoxal. En général, chaque cycle, c'est à peu près 90 à 110 minutes, donc pratiquement entre 1h30 et 2 heures. On fait beaucoup de sommeil à ondes lentes au début de la nuit, et on fait beaucoup de sommeil paradoxal à la fin de la nuit. Donc le sommeil n'est pas exactement le même tout au cours de la nuit. Le sommeil paradoxal, là où se produisent les rêves, se produit majoritairement en fin de nuit. C'est comme ça qu'on explique qu'on se souvient généralement de ses rêves le matin, parce qu'on s'est réveillé à proximité d'un épisode de sommeil paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est que le sommeil ? On a pendant très très longtemps eu beaucoup de mal à le définir, on a encore du mal à le définir, parce qu'on a encore beaucoup de travail. Ce qu'on sait, c'est que c'est un état qui est rapidement réversible. Ça n'est pas comme le coma, et ça n'est pas non plus comme l'hibernation qu'on observe chez certains animaux. Il est rapidement réversible. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des critères qu'on appelle comportementaux. Quand on dort, eh bien, on a généralement une posture qui est spécifique et qui dépend de l'espèce. On va le voir sur quelques photos. Ce qui se produit aussi, c'est une diminution de la sensibilité à l'environnement. On n'entend plus les bruits, on ne ressent plus les variations de température. Si on nous touche, on est moins sensible au toucher. On a donc une diminution de la sensibilité à tout notre environnement. C'est ce qui nous permet de dormir d'ailleurs. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que si on est privé de sommeil, de quelques heures ou bien pour une nuit complète, la nuit suivante, on va faire un rebond de sommeil. C'est-à-dire on va dormir plus pour récupérer. C'est un mécanisme protecteur qui évite justement les effets accumulés de la privation de sommeil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les critères comportementaux. Et puis il y a des critères biologiques, physiologiques, qu'on observe en enregistrant l'activité électrique cérébrale, comme on l'a décrit tout à l'heure. Et quand on étudie ça, nos collègues qui étudient ça chez différentes espèces animales ont observé que pratiquement chez toutes les espèces, sauf chez les amphibiens, certains poissons et les invertébrés, il y a du sommeil à ondes lentes, du sommeil paradoxal, et il y a aussi des critères de posture
une diminution de la sensibilité à l'environnement et un rebond de sommeil après privation. On observe ça aussi chez la mouche, on observe ça aussi chez le scorpion, et on observe ça aussi chez le ver de terre. Si on prive un ver de terre de sommeil, en l'empêchant de rester calme, c'est-à-dire en le faisant bouger régulièrement, doucement, pour ne pas le stresser trop, sans qu'il ne dort plus du tout, eh bien, on va observer aussi ce phénomène. Si on donne de la caféine à une mouche, on va l'empêcher de dormir. Et après, elle va faire une très bonne nuit de sommeil. Donc la plupart des animaux ont le même sommeil que nous. Alors, ça c'est chez le mammifère. Qu'est-ce qu'on observe chez le mammifère? C'est, là encore, la posture, généralement, elle est horizontale. On est allongé chez le mammifère, chez toutes les espèces, le phoque, le chien, le chat, l'humain. Ça, c'est chez les oiseaux. Là, on a rarement la posture horizontale, on a plutôt cette posture verticale. Le manchot, le pigeon, le flamant rose. D'ailleurs, personne ne sait comment le flamant rose fait pour rester comme ça sur une patte pendant le sommeil. Mais il y arrive, visiblement. Vous avez dû voir, pour ceux qui vivent en ville, qu'il y a quelquefois des accidents. On observe le matin. Les pigeons sont des espèces un peu curieuses, elles sont plutôt crépusculaires, elles ont beaucoup d'activité. Elles ont de l'activité pendant la journée, beaucoup d'activité au moment du coucher du soleil et du lever. Et en général, la nuit, ils dorment, les pigeons. Et quelquefois, il y a des accidents parce que les pigeons ne sont pas dans des endroits suffisamment stabilisés. Et donc, ils chutent. Et il y a beaucoup d'accidents chez le pigeon parce qu'il tombe de son nid. Ça, c'est le sommeil chez le reptile. La position du reptile peut être soit comme chez le mammifère horizontale, ça c'est chez le crocodile et le dragon de Komodo, ou bien comme chez le caméléon, un petit peu particulière. Et vous voyez que ces espèces-là, puisqu'elles ont des paupières, ont les yeux fermés. L'histoire ne dit pas qui a photographié le sommeil de ce crocodile et ce dragon de Komodo, ni s'il est toujours en vie, ce photographe. Alors ça, c'est chez les amphibiens et les poissons. Chez la grenouille, qui a des paupières, on voit l'œillet fermé, et alors personne ne sait non plus quels sont les mécanismes qui lui permettent de rester accroché à sa branche. En tout cas, ça fonctionne. Pour ceux qui ont des poissons, ceux qui ont des poissons, vous avez dû observer que comme il n'y a pas de paupières, c'est difficile de savoir si les poissons dorment, mais en général, ils dorment. Pour certaines espèces nocturnes, d'autres sont diurnes, et ils ont cette tendance à se poser au fond et à s'endormir à ce moment-là. Ça, c'est chez la mouche. C'est une des dernières espèces à avoir été bien étudiée au niveau de son sommeil. Et ça, c'est chez le scorpion. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, le sommeil a été aussi observé chez certaines espèces de vers de terre. Donc visiblement, puisque le sommeil est partagé chez toutes les espèces animales, eh bien, il doit être indispensable, sans quoi la nature aurait éliminé le besoin de dormir. Donc le sommeil est indispensable. Et la nature aurait éliminé le besoin de dormir, surtout chez les espèces qui sont soumises à des prédateurs, puisqu'évidemment, pendant le sommeil, on est évidemment très sensible aux prédateurs. Eh bien, apparemment, le danger face aux prédateurs n'a pas suffi à la nature pour éliminer le sommeil. Il faut qu'il y ait du sommeil. Et toutes les études ont pu montrer ou toutes les expériences, les observations ont pu montrer qu'en absence de sommeil, si on prive un animal de sommeil, y compris une mouche, eh bien, ça va conduire à la mort de l'animal. Donc le sommeil est absolument vital. On sait qu'il y a des conséquences au mauvais sommeil. Là, on ne parle pas de privation de sommeil, mais si on a un mauvais sommeil, soit parce qu'on a une mauvaise hygiène de sommeil, on ne prend pas soin de son sommeil, soit parce qu'on a une pathologie du sommeil, eh bien, on va observer à court terme ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire de la fatigue, une baisse des performances, aussi bien des performances cognitives, intellectuelles que des performances physiques, des troubles de la mémoire, et puis on sera généralement plus irritable, plus inefficace, éventuellement on risque d'avoir des accidents, en particulier des accidents de la route ou des accidents du travail, quand on est en dette de sommeil, quand on a un mauvais sommeil. Et puis à long terme, ça c'est moins connu, mais il y a maintenant beaucoup d'études qui ont bien montré ça. On observe chez ceux qui ont des troubles du sommeil ou un mauvais sommeil, plus de troubles de l'humeur, plus d'anxiété, plus de dépression, plus de maladies cardiovasculaires. Ça s'observe en particulier chez les individus qui souffrent d'apnée du sommeil, qui ne sont pas traités, qui ne sont pas bien traités. On observe aussi plus de troubles du métabolisme, plus d'obésité et de surpoids chez ceux qui souffrent d'un mauvais sommeil, des troubles immunitaires, immunologiques. On a plus de grippe, par exemple, chez ceux qui sont en dette de sommeil. Et donc, on voit qu'une absence de bon sommeil a des impacts sur la santé, impacts qui sont, on pourrait dire, à court terme, immédiats, et des impacts à long terme. Alors, tous les ans, vous avez peut-être entendu parler, et cette conférence tombe bien, puisque la journée du sommeil a lieu la semaine prochaine, le
J'ignore d'ailleurs si c'est le 18 ou le 19 mars, je crois que c'est le vendredi 19 mars. Et tous les ans, en France, à l'occasion de la journée du sommeil, qui est aussi un événement international, eh bien, l'Institut national du sommeil et de la vigilance fait une enquête auprès de 1000 Français, par le biais d'instituts de sondage, et interroge 1000 Français sur la durée du sommeil, le sommeil pendant la semaine, le sommeil pendant le week-end, etc. Et alors ça n'est pas la dernière mouture parce qu'elle est de 2006. Celle de l'an dernier a donné approximativement les mêmes chiffres. Il y a quelque chose qui est très stable, c'est quand on pose la question en moyenne combien d'heures dormez-vous par jour, eh bien les Français répondent de cette manière-là. 59%, on va dire 60% des Français dorment entre 7 heures et 8 heures pendant la semaine. Donc la plupart des gens, d'ailleurs, si je vous demande qui dort entre 7 heures et 8 heures ici, si vous pouvez lever la main. D'accord? Qui dort moins de 7 heures? D'accord? Qui dort moins de 6 heures? D'accord? Qui dort plus de 8 heures? Pas beaucoup, hein? Plus de 9 heures? Plus de 10 heures? Non? D'accord. Alors ça c'est rare, hein? D'habitude on a plus de gens qui dorment plus de 9 heures. Vous êtes des petits dormeurs alors. Alors j'espère que ce n'est pas une mauvaise hygiène de sommeil, hein, on va en reparler. Hein. Alors, donc c'est 60% des Français dorment entre 7 heures et 8 heures, 15% dorment entre 9 heures et 16 heures, donc là on n'avait clairement pas 15 personnes qui ont levé la main, si on admet qu'il y avait une centaine, que vous êtes une centaine de personnes, et 23% dorment entre 2 heures et 6 heures. Ici, vous êtes nombreux à dormir moins de 7 heures, hein, donc on va en reparler. Alors, un autre point intéressant, c'est si on fait la différence entre le sommeil pendant la semaine et le sommeil pendant le week-end. Là, on parlait du sommeil en semaine. Ce qu'on observe, c'est en semaine, alors chez les Français, mais c'est la même chose chez les Américains, chez les Allemands, les Canadiens, en semaine, c'est en moyenne à peu près 7 heures de sommeil. Et le week-end, ou bien pendant les vacances, c'est à peu près 8 heures de sommeil. Là encore, c'est en moyenne, hein, sachant qu'il y a une grande distribution. Et donc, en moyenne, chez les Français, il y a une dette de sommeil d'1 heure pendant la semaine. On pense que ces 8 heures de sommeil qu'on observe le week-end, c'est les 8 heures dont l'organisme a besoin, un petit peu aussi pour récupérer de cette dette de sommeil qui s'est créée pendant la semaine. Mais en général, on considère que la quantité de sommeil qui est prise pendant la semaine n'est pas suffisante, sans quoi on n'aurait pas ce rebond de sommeil pendant le week-end. Ce n'est pas parce qu'on est allongé dans une pièce au noir, calme, qu'on va dormir. Vous savez bien qu'on ne peut pas se forcer à dormir. Donc en général, quand on dort, c'est que l'organisme a besoin de son sommeil. On ne dort généralement jamais trop. Qu'est-ce que j'ai noté là? Voilà. Donc, si on considère qu'il nous manque 1 heure de sommeil par jour, eh bien, il faut imaginer qu'on est en dette de sommeil et que par semaine, on perd 5 heures de sommeil. C'est ce qu'on appelle la dette de sommeil. Dans nos populations, dans nos sociétés, des pays industrialisés, on considère qu'on est en dette de sommeil. Une très jolie étude qui est parue il y a une dizaine d'années maintenant a montré, elle s'est intéressée aux archives historiques, essayer de retrouver quelle quantité, combien d'heures dormaient les gens il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et on s'est aperçu qu'on a perdu entre 1h30 et 2 heures de sommeil en 100 ans. On dormait plus il y a 100 ans. Donc est-ce qu'on peut s'habituer à ça? Eh bien, il est très probable que non. Et en tout cas, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé? Il est très probable que oui. Donc il faut prendre garde à cette dette de sommeil. Alors, un des phénomènes qui se produit, puisqu'on sait que le sommeil c'est une histoire de rythme, c'est, comme vous le savez, le sommeil change au cours de la vie. Ça, c'est chez un petit nourrisson qui a 1 semaine. En général, les nourrissons dorment entre 16 et 20 heures par 24 heures, et ils dorment un petit peu n'importe quand. Ils ont un sommeil qu'on appelle polyphasique, ce n'est pas un seul bloc de sommeil comme chez l'adulte, c'est un sommeil en plusieurs morceaux, plusieurs grandes siestes et plusieurs périodes d'éveil. Ce sommeil polyphasique, il est assez conservé jusqu'à peu près entre 3 et 5 ans. Généralement, c'est quand les enfants rentrent à l'école qu'on voit disparaître ce sommeil polyphasique parce qu'il est de plus en plus difficile pour eux d'avoir une sieste, pas parce qu'ils n'en ont plus besoin, mais c'est parce que l'école a du mal à leur fournir le local qui va leur permettre de prendre une sieste. Et en général, cette sieste-là de l'après-midi va disparaître. Et à partir de ces 3-5 ans, eh bien, on va observer un sommeil qui est maintenant monophasique, et on dit circadien, c'est-à-dire qu'il se produit toutes les 24 heures à peu près à la même heure, et il est nocturne et non plus diurne. Donc vous voyez que
entre 1 semaine et 3 à 5 ans, le sommeil polyphasique disparaît progressivement pour donner lieu à un sommeil nocturne. Il y a une information à transmettre pour ceux qui ont des enfants ou qui ont des petits-enfants. En général, un enfant qui ne dort pas, qui ne fait pas ses nuits après 6 mois, c'est-à-dire qui continue à avoir des périodes d'éveil pendant la nuit, eh bien, il faut s'interroger et il faut se poser la question, est-ce que les parents ont le bon comportement? La plupart du temps, les enfants qui ne dorment pas à 6 mois sont des enfants qui ont des parents qui n'ont pas le bon comportement, qui viennent les voir, qui vont leur parler, qui vont les prendre dans leurs bras. Donc un enfant, en général, il doit dormir à 6 mois, sauf s'il a une pathologie, mais c'est rare. Et s'il ne dort pas, alors il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin pour avoir des conseils. Alors on a dit que le sommeil était une histoire de rythme. Il y a aussi quelque chose qui se passe pendant le vieillissement. Au cours de la vie, eh bien, le sommeil va changer de position dans les 24 heures. À 10 ans, le sommeil généralement c'est entre environ 21 heures et 7 heures du matin, ou 8 heures du matin en week-end pour les parents qui ont de la chance et qui ont des enfants qui se réveillent à 8 heures du matin. Et puis on voit qu'à 15 ans, pendant l'adolescence, le sommeil se décale et il va démarrer éventuellement maintenant à 22 heures ou 23 heures. Et puis le week-end, on va observer des enfants qui vont se réveiller à 8 heures ou 9 heures. À 20 ans, on voit que le sommeil s'est encore décalé. Ça, c'est une grosse étude sur 80 000 personnes en Allemagne. À 20 ans, on voit que le sommeil peut éventuellement prendre place, cette fois-ci, à 1 heure ou 2 heures du matin. Et puis, si les jeunes adultes ont la possibilité de se réveiller suffisamment tard, et ils le font souvent le week-end, eh bien, le réveil va avoir lieu éventuellement à 9 heures ou 10 heures ou plus. Donc ça, c'est le décalage progressif du sommeil pendant l'adolescence jusqu'à l'âge de jeune adulte. Et puis on observe qu'à partir de cet âge-là, aux environs de 20 ans, c'est entre 20 et 22 ans, les garçons se retardent encore un peu plus, jusqu'à environ 22 ans en moyenne, et c'est jusqu'à 20 ans chez les filles. Eh bien on observe ensuite une inversion, et le sommeil va s'avancer progressivement. Et ça, on le connaît tous spontanément, on sait que les ados se couchent plus tard, et qu'en vieillissant, on a tendance à se coucher un peu plus tôt. Mais ça, c'est en moyenne. Évidemment, il y a des gens très jeunes qui se couchent, il y a des adolescents qui se couchent très tôt, et il y a des sujets âgés qui vont, eux, se coucher très tard. Mais en moyenne, voilà comment la population dort au cours de la vie. Alors, il y a quelque chose d'assez drôle que j'ai entendu en 2013. Donc, j'ai gardé cette phrase parce que j'avais trouvé ça très drôle. C'était dans le métro, une dame qui disait « Moi, c'est mon rythme biologique, je ne peux jamais me coucher avant 1 heure du matin. Et tu sais, j'ai entendu parler d'une étude selon laquelle les gens intelligents ne peuvent pas se coucher tôt. » Alors évidemment, ça n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Et alors je suis ravi parce que vous avez dans ce petit document, qui a été très bien fait, le questionnaire du chronotype à la fin. Et je vous encourage à le remplir, vous l'avez peut-être déjà fait pour certains. Et le chronotype, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle c'est un index, une information qui nous dit si on est plutôt un couche-tôt ou plutôt un couche-tard. On le sait tous spontanément. Mais cet index-là, ce score, va nous dire si on est très du soir, très du soir, un extrême du soir, ou au contraire, du matin, très du matin, ou un extrême du matin. Et les extrêmes sont assez rares. Les extrêmes du soir, par exemple, se couchent entre 4 h et 6 h du matin. Et les extrêmes du matin vont être réveillés, par exemple, à 3 h, et passer l'aspirateur, écouter du Verdi. Et dans les deux cas, c'est généralement pas très cool, j'allais dire, pour les conjoints, quand il y a des conjoints, parce que c'est dur de synchroniser les chronotypes. Et alors c'est ce qu'on dit classiquement, les chronotypes, les couches-tôt lève-tôt, donc on appelle les chronotypes du matin, se couchent en général avant 23 h. Les couches-tard lève-tard se couchent généralement après 23 h, mais ça peut être beaucoup plus tard. Et les intermédiaires, c'est environ 70% de la population. Ce sont des gens qui sont ni couche-tôt ni couche-tard, et en gros qui se couchent entre 22 h et minuit. Ce sont des gens intermédiaires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? Qu'est-ce que ça nous apprend le chronotype? Eh bien, il y a un collègue à nous qui s'appelle Till Rönneberg en Allemagne, qui s'est intéressé à ce phénomène suivant. Il y a des gens qui, entre la semaine et le week-end, ont un sommeil qui est très différent. En semaine, ils se couchent par exemple entre 1 h et 7 h. Et puis pendant le week-end, ils vont se coucher entre 3 h et 13 h. Ça, ce sont généralement plutôt les couches-tard lève-tard qui observent ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en semaine, ils se couchent tard, mais ils ne se couchent pas aussi tard qu'ils le souhaiteraient. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se lever tôt le matin pour aller à l'école, pour travailler. Pour autant, il y a ce décalage. Et ce décalage entre
le sommeil de la semaine et le sommeil du week-end, eh bien, il a appelé ça le jet lag social ou le décalage horaire social. Et ce qu'il a observé, c'est que plus ce décalage horaire est important, et plus on a des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, plus de dépression, plus d'anxiété, des troubles du métabolisme, plus de surpoids ou d'obésité chez ceux qui ont ce décalage très important, plus de consommation de tabac, plus de consommation d'alcool. Donc il y a un ensemble de troubles et de symptômes qui s'observent, qui sont en lien avec ce décalage social. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que ça n'est pas tellement le chronotype qui pose un problème. Ce n'est pas parce qu'on est un couche-tard lève-tard qu'on a tous ces problèmes. Les couche-tard lève-tard n'ont pas plus de problèmes que les autres. C'est parce qu'on est un couche-tard lève-tard, c'est parce qu'on est un couche-tard lève-tard et qu'on se couche encore plus tard le week-end que ça pose un problème. C'est parce que notre horloge biologique n'arrive pas à se caler. Elle n'arrive pas à savoir si elle doit se caler sur l'heure de la semaine ou sur l'heure du week-end. Et cette instabilité, vraisemblablement, est impliquée dans ces troubles qu'on observe. Alors on va parler de rythme maintenant, plus de rythme. Vous avez, j'imagine, j'espère, entendu parler de l'attribution du prix Nobel de médecine en 2017 à 3 chronobiologistes. Sinon, je suis ravi de vous apprendre que le prix Nobel de médecine a été attribué à 3 chronobiologistes, donc des collègues à nous qui travaillent aux États-Unis et qui ont fait un travail absolument splendide. Et pour simplifier le travail, j'ai une petite vidéo. Alors est-ce qu'elle va fonctionner? J'espère. Ils s'intéressaient, alors pour ceux qui n'ont pas fait de biologie depuis longtemps, je vais vous remémorer un petit peu ce qu'on sait à partir de ce qui se passe dans les cellules. Vous savez que dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, il y a un noyau dans lequel il y a de l'ADN. Et cet ADN, c'est un petit peu comme un dictionnaire qui permet de fabriquer des protéines. Il va permettre de fabriquer des protéines, protéines des cheveux, protéines de la peau, protéines des dents, etc. Et enzymes pour digérer, etc. Et cet ADN va permettre, par un mécanisme qui est bien connu en biologie, de fabriquer des protéines. Ces protéines-là, elles s'accumulent pendant la nuit, et à la fin de la nuit, elles rentrent dans le noyau de la cellule et vont dire à l'ADN « stop, arrête de fabriquer des protéines, il y en a eu assez ». Et lorsque ces protéines vont stopper la production, ça va se produire au moment du début de la journée. Et si on regarde ce qui se passe, et alors au tout début de la journée, eh bien, cet ADN va se remettre à fonctionner à nouveau. Et si on regarde ce qui se passe au cours du temps, eh bien, voilà ce qui s'observe. Si on mesure la quantité de ces protéines, par exemple ici, comme on les a vues s'accumuler tout à l'heure, eh bien, on voit qu'elles sont très élevées pendant la nuit, ça diminue pendant la journée, ça augmente pendant la nuit, ça diminue pendant la journée, etc. Vous voyez qu'il y a un rythme. Et ce rythme-là, eh bien, il a une vitesse de 24 heures, une période de 24 heures. C'était donc dans les années 70-75, la première démonstration qu'il existe dans nos cellules un mécanisme qui permet de fabriquer des protéines avec un rythme de 24 heures dans nos cellules, alors que ces cellules, elles étaient dans une boîte de culture, elles étaient déconnectées de l'environnement, il n'y avait plus d'environnement rythmique, il n'y avait plus de cycle jour-nuit, c'était au noir, et ils ont pu montrer qu'il existe un mécanisme horloge, une horloge biologique au sein de nos cellules. Et cette horloge biologique, comme on va le voir maintenant, mais elle fonctionne un petit peu comme une horloge mécanique, même s'il y a de moins en moins d'horloges mécaniques. Elle est localisée chez l'homme, cette horloge biologique, dans ces toutes petites structures qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. C'est bien compliqué, les scientifiques aiment bien utiliser des mots compliqués, comme vous devez le savoir. Suprachiasmatique parce que, vous savez qu'au niveau des yeux, on a un nerf optique qui part à l'arrière de chaque œil, et ce nerf optique va aller renseigner des structures au niveau de l'arrière du cerveau, sur les aires visuelles à l'arrière du cerveau. Là où se croisent les nerfs optiques, ce qu'on appelle le chiasma optique, eh bien, juste au-dessus se trouve le noyau suprachiasmatique, juste au-dessus de ce croisement des nerfs optiques. Et pourquoi il est à cet endroit-là? Eh bien, parce qu'il existe des cellules au niveau de la rétine dont on va parler, qui vont suivre ce nerf optique, qui vont transmettre un axone le long de ce nerf optique, et juste au niveau du chiasma optique, eh bien, ces axones vont sortir et vont aller directement se connecter sur l'horloge biologique. Et c'est pour ça que notre horloge biologique, qui a cette vitesse propre d'environ 24 heures, eh bien, elle est remise à l'heure tous les jours grâce à la lumière. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Comment ça marche tout ça? Alors, l'horloge, elle a, on l'a vu, une activité qui est rythmique. Quand on mesure l'activité, la production des protéines dans les cellules, il y a un rythme de 24 heures.
une autre expérience qui a été faite chez un rat, si on extrait son noyau suprachiasmatique, cette zone qui contient l'horloge, et qu'on la met dans une boîte de culture, et qu'on enregistre avec 2 électrodes l'activité électrique, ces cellules ont une activité électrique, eh bien on va observer que l'activité électrique elle est aussi rythmique, elle a aussi une période de 24 heures. Voilà ce qu'on observe. Ça, c'est l'horloge biologique d'un rat quand on enregistre l'activité électrique. Ça a été enregistré pendant 14 jours. En fait, l'étude a duré pendant 2 ans. Et l'étudiant postdoctorant, le chercheur postdoctorant qui a fait cette étude s'est arrêté au bout de 2 ans parce que l'horloge du rat, le rat était mort depuis bien longtemps, l'horloge du rat, elle continuait à avoir exactement la même vitesse, elle avait le même tic-tac exactement à la même période précisément, à quelques minutes près. Ça montre bien que cette horloge, une fois qu'elle est délocalisée, elle continue à fonctionner. Elle est complètement indépendante de l'environnement. Mais ce qu'il a observé, c'est que la période, la distance entre par exemple chacun de ces pics, ça n'est pas exactement 24 heures. C'est un petit peu moins ou un petit peu plus selon les espèces. Et donc, comme une montre mécanique, surtout mécanique, qu'on doit remonter ou qu'on doit régler éventuellement tous les jours pour qu'elle soit précisément à l'heure, eh bien, il faut que l'horloge biologique soit remise à l'heure elle aussi, sans quoi elle va prendre un peu d'avance ou un peu de retard. Et ça, c'est le deuxième phénomène. Ce deuxième phénomène, c'est la synchronisation, la remise à l'heure de l'horloge. Elle s'effectue par la lumière au niveau de l'œil. Chez les mammifères, ça passe par la lumière au niveau de l'œil. Et qu'est-ce qui se passe quand la lumière vient remettre l'horloge à l'heure tous les jours? Eh bien, ça va permettre des rythmes biologiques qui sont adaptés, c'est-à-dire ils vont être exprimés au bon moment. La mélatonine, c'est une hormone qui doit être sécrétée pendant la nuit. Si on n'est pas bien synchronisé par la lumière, elle va être libérée n'importe quand, par exemple la journée, trop tôt le soir, ce qui va provoquer un endormissement plus précoce, ou trop tard pendant la nuit, ce qui va provoquer une insomnie de début de nuit. La température corporelle, elle est aussi directement contrôlée par notre horloge. Et la température chute pendant la nuit, non pas parce qu'on dort, mais parce que l'horloge biologique permet la chute de la température pendant la nuit. Et c'est important que la température chute pendant la nuit parce qu'elle permet l'endormissement et le maintien du sommeil. Si on augmente la température, par exemple, d'une pièce pendant la nuit, on va provoquer des éveils, des réveils. Et puis le troisième rythme qui est représenté là, c'est le cortisol. C'est une hormone qui doit être très très basse en début de nuit. Elle est aussi sous le contrôle de l'horloge. L'horloge va bloquer sa sécrétion en début de nuit, et ça c'est une bonne chose parce que c'est une hormone qui est très activatrice, et elle va provoquer l'horloge une libération de cortisol en fin de nuit. Et ça c'est bien parce que le cortisol est activateur et va nous aider à démarrer la journée. Donc vous voyez que l'horloge, elle agit un petit peu comme un chef d'orchestre, elle permet des activations au bon moment ou des inhibitions à d'autres moments. Alors si on revient sur cette activité proche de 24 heures, comment on le sait que c'est proche de 24 heures chez les espèces animales? Ça, c'est l'activité d'un animal qu'on appelle l'écureuil volant, pour ceux qui ont vu l'âge de glace. C'est celui qui se jette dans le vide et qui ouvre ses membranes. Et l'écureuil volant, quand on le met dans une boîte noire, à l'obscurité, qu'il a à manger autant qu'il veut, à boire autant qu'il veut, il est seul ou avec des congénères, en général seul pour ces études-là, pendant 25 jours, comme on le voit ici. Si on enregistre son activité pendant 25 jours, chaque ligne, c'est une journée de 24 heures. Et qu'on mesure son activité motrice soit avec des caméras infrarouges, soit avec une roue, et comme celle qu'on peut avoir pour nos rongeurs, eh bien, il va se mettre à courir. Là, c'est avec une roue. Et on voit qu'au début de la première journée, il y a très peu d'activité motrice. Et puis là, il se met à courir comme un fou dans sa roue, pendant presque 12 heures. Le jour suivant, même chose. Alors, il s'arrête de courir en fin de journée, là, vers 12 heures. Le jour suivant, on voit que son activité motrice démarre un tout petit peu plus tôt. Et puis elle va s'arrêter un tout petit peu plus tôt, etc. Le jour 3, jour 4, jour 5. Vous voyez qu'au fur et à mesure des jours qui passent, l'animal démarre son activité motrice un petit peu plus tôt chaque jour et la termine un petit peu plus tôt chaque jour. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à l'obscurité, eh bien, son horloge, elle va déclencher l'activité motrice un petit peu plus tôt chaque jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'horloge de cet animal a une vitesse rapide et sa journée biologique est de moins de 24 heures. Alors je n'ai pas fait le calcul, je ne sais pas si je l'ai fait ici. Ah si, il est fait là. On voit que le début de l'activité motrice avance progressivement. Si on mesure cette avance, il y a 9 heures d'écart entre la fin de l'expérience et le début. Et ça s'est produit en 24 jours. 9 sur 24, c'est 22 minutes. L'horloge de cet animal a une vitesse de 23 heures et 38 minutes. Donc elle n'est pas calée sur les 24 heures.
Mais ça, on ne le sait que si on place l'animal à l'obscurité. Lorsque l'animal vit dans des conditions naturelles, le cycle lumière-obscurité environnementale permet à l'horloge d'être parfaitement calée sur les 24 heures. Donc ce phénomène-là s'observe parce que l'environnement ne permet pas à l'horloge de se synchroniser, et il permet d'observer que la vitesse de l'horloge chez cet animal, elle est assez rapide, elle est de 23h38. Chez l'homme, on ne fait pas ça. Pas parce qu'on n'est pas capable de courir dans une roue, mais c'est parce qu'en fait, on ne peut pas rester pendant plusieurs jours à l'obscurité complète. Et donc, une des premières évidences qu'il y avait ce même phénomène, elle a été observée par Michel Siffre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était ce spéléologue qui est descendu plusieurs fois dans des grottes. Et cette fois-ci, en 1964, la première fois, il avait une vingtaine d'années, il voulait voir comment son organisme allait se comporter dans des conditions qu'il avait appelées hors du temps. Il a écrit un livre là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans sa grotte. Alors il était courageux parce que c'était à 120 mètres sous terre, il faisait 0 degré. Et il y a passé 62 jours, en 1962. Il était suivi par des scientifiques et des médecins à la surface. À chaque fois qu'il avait envie de se coucher, eh bien, il téléphonait à la surface pour leur dire, voilà, je vais me coucher. Il n'avait pas de montre. Je vais me coucher. Et à chaque fois qu'il se réveillait, eh bien, il téléphonait à la surface en disant, voilà, maintenant je suis réveillé. Et la seule contrainte qui s'était donnée, c'est de ne pas faire de sieste. Donc quand il allait se coucher, il n'allait se coucher que s'il considérait que c'était sa nuit, entre guillemets. Et quand il se réveillait le matin, eh bien, il se levait s'il avait l'impression d'avoir fini sa nuit. Et il s'interdisait les siestes pendant la journée. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose que chez l'écureuil volant, sauf que cette fois-ci, ça dérive dans l'autre sens. Le premier jour, il a dormi environ entre 22h et 8h du matin. Le jour suivant, il a dormi plus tardivement. Le jour d'après aussi, etc. Vous voyez que sur les 62 jours, eh bien la période de sommeil, la position du sommeil de Michel Siffre s'est retardée, s'est décalée. Et si on fait le même calcul que chez l'écureuil volant, eh bien, si on trace une ligne qui passe au milieu du sommeil, on va trouver que le sommeil se retarde de 30 minutes par jour. Ça donne une période, une vitesse de l'horloge pour Michel Siffre de 24h30. Ça veut dire qu'en l'absence d'un cycle lumière-obscurité, son horloge va prendre 30 minutes de retard tous les jours. Et c'est exactement ce phénomène qui se produit, je vais en parler juste après, chez l'aveugle, j'en parlerai juste après. Si on fait, alors non pas ce qu'a fait Michel Siffre, si on fait des études en laboratoire, on va mesurer la vitesse de cette horloge chez l'humain, et chez l'humain, on observe des horloges qui sont comprises entre 23h30 et 24h30. Ça, c'est une étude qu'on a publiée il y a quelques années sur 157 personnes qui sont venues au laboratoire et qui ont passé entre 2 semaines et 60 jours au laboratoire. Et la vitesse de leur horloge a été mesurée. On voit qu'il y a des horloges très rapides, certains ont des horloges très lentes. En moyenne, l'horloge a une vitesse de 24,15. C'est à peu près 24 heures et 10 minutes. Ça veut dire que spontanément, en moyenne, notre horloge se retarde de 10 minutes. Mais certains ont des horloges qui avancent de 30 minutes et d'autres ont des horloges qui spontanément se retardent de 30 minutes par jour. Si on est exposé correctement à la lumière, cette horloge va être bien synchronisée. Mais quand on n'est pas bien exposé à la lumière, si on est exposé trop tard le soir à la lumière ou trop tôt le matin, ou trop tard le matin, ou trop tôt le soir, eh bien l'horloge va éventuellement ne pas être bien calée sur les 24 heures. D'où la nécessité d'avoir une exposition à la lumière qui va permettre à l'horloge de se synchroniser, quelle que soit la vitesse de l'horloge. Les femmes ont une horloge un peu plus rapide que les hommes. Il y a 6 minutes d'écart. Est-ce que ça a des conséquences? On pense que oui, parce qu'on a observé à partir de toutes les études que les femmes ont tendance à se coucher 45 minutes plus tôt que les hommes, quand elles le peuvent. Malheureusement, elles ne le peuvent pas toujours. Et vraisemblablement, le fait de ne pas pouvoir se coucher quand on le souhaite peut induire des insomnies qui sont aussi prévalentes, plus prévalentes chez les femmes. Alors, à quoi ça sert de connaître la vitesse de l'horloge? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont une horloge rapide, eh bien, on dit qu'ils ont une période courte, leur horloge est en avance, et ce sont des couche-tôt. Les couche-tôt lève-tôt ont une horloge rapide. Alors que, et ce sont ce qu'on appelle les chronotypes du matin, ceux qui ont une horloge lente, eh bien, sont généralement des couche-tard lève-tard et des chronotypes du soir. Comme je l'ai dit au tout début, suite à la découverte des travaux des prix Nobel, la vitesse de l'horloge, elle dépend de nos gènes. Elle est d'origine génétique, la vitesse de l'horloge. Donc si on est un couche-tard lève-tard, on ne deviendra jamais un couche-tôt lève-tôt. Et si on est couche-tôt lève-tôt, on ne deviendra jamais un couche-tard lève-tard. La composante, la vitesse de l'horloge est d'origine génétique. L'environnement va jouer.
je vais répondre à vos questions peut-être à la fin, l'environnement va jouer, c'est-à-dire on peut moduler un peu ça, mais on ne va pas changer grand-chose. Quand on est un couche-tard lève-tard, on reste un couche-tard lève-tard en général. Et en général, les parents d'enfants savent très bien que leurs enfants couche-tard lève-tard vont avoir du mal à se coucher tôt pendant toute leur enfance, et à l'âge adulte, ce seront généralement encore des couche-tard lève-tard. Alors, comme je vous l'ai dit, tout le monde doit être synchronisé à la journée de 24 heures. Sur Terre, la rotation de la Terre prend, comme vous le savez, 24 heures. Les couche-tôt lève-tôt et les couche-tard lève-tard doivent tous être synchronisés aux 24 heures. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe par l'œil, on a dit tout à l'heure, et ça passe par plusieurs récepteurs. Alors, pendant très très longtemps, on a pensé que la synchronisation, l'effet de la lumière sur l'horloge passait par nos cônes et nos bâtonnets. Vous savez, les cellules qui sont impliquées dans la vision des couleurs pour les cônes, ou la vision de l'éclairage de faible intensité, par exemple les étoiles, pour les bâtonnets. Et en fait, on a découvert que ça ne passait pas par les cônes et les bâtonnets. Ça passe par une autre cellule qui a été découverte en 2002, donc c'est encore très récent. Et ces cellules, qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, encore un nom compliqué, eh bien, elles sont intéressantes parce qu'elles sont sensibles à la lumière, en particulier la lumière bleue, pas du tout la lumière rouge. Et ces cellules, eh bien, elles sont connectées non pas aux structures visuelles, comme les cônes et les bâtonnets, mais elles sont connectées aux structures non visuelles, comme l'horloge biologique. Notre horloge est directement connectée à ces cellules très spécifiques dans la rétine. Et ce qu'on a appris, alors regardez pas le schéma en détail, ce qu'on a appris, c'est que ces cellules-là, elles vont aller activer non seulement l'horloge pour permettre sa remise à l'heure, mais elles vont activer des structures dans le cerveau qui sont responsables du sommeil, qui sont responsables de la cognition, qui sont responsables de l'humeur, qui sont responsables du réflexe pupillaire, etc. Il y a tout un tas de structures. Et on considère maintenant que la lumière, eh bien, elle active des fonctions biologiques qui sont généralement observées pendant l'éveil. Et elle inhibe, cette lumière, des fonctions qui sont associées au sommeil. D'où l'importance d'avoir suffisamment de lumière pendant la journée, sans quoi on risque de ne pas promouvoir un éveil suffisant. Et c'est souvent la raison pour laquelle certains, pendant les conférences, s'endorment. Ce n'est pas parce que le conférencier n'est pas passionnant, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et lorsqu'on est exposé à de la lumière pendant la nuit, si par exemple on va faire pipi et qu'on allume toutes les lumières de la maison pour y aller, ou si parce qu'on voit le téléphone qui s'allume suite à un message, on commence à regarder ces messages, eh bien cette lumière-là va inhiber le sommeil et va faire en sorte que, alors qu'on aurait dû s'endormir très rapidement, suite au pipi, on va mettre éventuellement un peu longtemps, et pour certains très longtemps. Donc la lumière, elle est indispensable à l'éveil pendant la journée, et certainement pas pendant la nuit. Alors l'effet de la lumière dépend de plusieurs choses, dépend de l'intensité, ça paraît logique, plus il y a de lumière, plus il va y avoir un effet. Ça dépend de la durée de l'exposition, ça c'est logique aussi. Ça dépend de l'heure de l'exposition, ça c'est moins classique. Généralement, quand on fait un stimulus, eh bien, on a toujours la même réponse. Si par exemple on appuie, on sent que ça fait mal. Plus on appuie, plus ça fait mal. Là, ce qui va se passer avec la lumière, c'est qu'elle va avoir deux effets différents selon l'heure à laquelle on est exposé. Et on va le voir juste après. L'effet de la lumière dépend de la couleur de la lumière, la longueur d'onde. On l'a déjà un petit peu évoqué. Ces cellules à mélanopsine de la rétine, elles sont sensibles au bleu. Donc notre horloge, elle est très sensible au bleu. Et puis ça va dépendre de quelle lumière on a reçue dans le passé. Ça, on ne va pas en parler. Alors comment on étudie ça en laboratoire? En laboratoire, on fait venir des participants. On les paye, sans quoi ils ne viendraient pas, pour se faire harnacher comme ils le sont. On insère un petit cathéter dans une de leurs veines pour faire des prélèvements sanguins. Et en chronobiologie, on fait des prélèvements sanguins pendant très longtemps, pendant 10 jours dans le cadre de cette étude, et on prélève du sang toutes les 30 minutes. Alors on en prend très peu, ils sont tous restés en vie, les sujets après l'étude, à ma connaissance. Et alors ce qu'on fait, par exemple ici, les 3 premiers jours de l'étude, on a mesuré, on a fait des petits prélèvements sanguins, et dans ces petits prélèvements sanguins, on a dosé la mélatonine, qui est normalement sécrétée pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on voit? Le jour 1, il n'y a pas de mélatonine pendant la journée, il y en a pendant la nuit. Le jour 2, même chose. Le jour 3, même chose. Ça, c'est un sujet qui est bien synchronisé aux 24 heures. C'est ni un couche-tôt lève-tôt, ni un couche-tard lève-tard. C'est un sujet intermédiaire. Il dort bien pendant la nuit. Le jour 4, on a décidé de l'exposer à de la lumière pendant 6h30, entre environ 22h et 6h30 plus tard, 4h30. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette hormone mélatonine, elle est complètement inhibée. Elle n'est plus sécrétée en présence de lumière. Elle est très sensible à la lumière. Mais ce qu'on voit
qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe les jours suivants. Les jours 5, 6, 7, 8, regardez, la mélatonine, au lieu d'être sécrétée comme elle l'était avant à partir de 22 heures, les 3 premiers jours, elle est sécrétée maintenant à partir de 1 heure du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière-là, elle a retardé l'horloge, comme si on avait déréglé, on avait modifié le réglage, et elle a subi un retard de 3 heures. La mélatonine, elle est sécrétée maintenant 3 heures plus tard. Le sommeil, il démarre 3 heures plus tard. Le réveil aussi. La libération du cortisol dont on a parlé, 3 heures plus tard. Le creux de la température, 3 heures plus tard. On a décalé l'horloge, et tout ce qui est contrôlé par l'horloge, c'est décalé de 3 heures. C'est ça qu'on appelle la remise à l'heure de l'horloge. Et c'est ce principe-là qu'on utilise en clinique du sommeil pour traiter certains troubles. Ceux qui dorment trop tard ou trop tôt, on peut utiliser la lumière pour remettre l'horloge à l'heure et leur permettre de bien dormir. On peut utiliser ça pour ceux qui font des voyages fréquents, par exemple à l'étranger, et qui doivent avoir une horloge bien calée le jour où ils vont arriver pour chanter si c'est un chanteur, pour faire autre chose, un sportif. Par exemple, les sportifs nous ont récemment contactés avant de partir à Shanghai pour les Jeux en Corée, en Corée du Sud pour les Jeux Olympiques. Alors, là, je vous ai montré l'effet de la lumière le soir. On a vu, ça retarde l'horloge. Mais regardez ce qui se passe. Le soir, la lumière retarde la mélatonine. Vous voyez, chez quelqu'un de normal, la mélatonine est sécrétée au milieu de la nuit. C'est la petite courbe en pointillé là. Lorsqu'on est exposé à la lumière le soir ou au début de nuit, on retarde la mélatonine. C'est ce qu'on vient de voir. Si par contre on est exposé à la lumière le matin, eh bien on va avancer l'horloge. On avance la mélatonine et on avance l'horloge. Donc la lumière a deux effets opposés selon l'heure à laquelle elle est perçue. Et c'est parce que la lumière a ces effets-là qu'elle va finalement réussir à nous synchroniser, à nous maintenir calés sur les 24 heures. Si un jour on s'expose à un peu trop de lumière le soir, mais que le lendemain on va s'exposer à un peu trop de lumière ou un peu plus de lumière le matin, eh bien ça va marcher parce que l'horloge va rester calée. Si par contre on a tendance à se coucher tard, de plus en plus tard, alors on va décaler l'horloge et on aura beaucoup de mal à la recaler dans l'autre sens et ça va conduire à des troubles qu'on observe chez les ados ou chez les jeunes adultes qui ont ce retard de phase, retard de l'endormissement et qui ne peuvent pas s'en sortir seuls sans qu'un médecin vienne les aider et éventuellement leur propose une photothérapie ou une luminothérapie. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était la spécificité de ces cellules de la rétine. Vous savez que nos cônes, on a 3 types de cônes dans notre rétine, chez l'homme, chez l'humain. On a des cônes sensibles au bleu, des cônes sensibles au vert et des cônes sensibles au rouge. Eh bien, nos cellules à mélanopsine qui viennent renseigner notre horloge, elles sont aussi sensibles au bleu. Et vous avez peut-être déjà vu dans le commerce, on trouve des lampes de photothérapie bleues qui, soi-disant, sont plus efficaces, alors qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Elles sont plus efficaces, elles sont aussi efficaces avec moins de lumière, parce qu'elles sont plus spécifiques, mais elles ne sont pas plus efficaces. Elles traitent les troubles à la même vitesse et pas plus rapidement. Alors, dernière chose, les rythmes biologiques adaptés, et je regarde mes autres, on est encore bien en termes de temps, il est 53, oui, d'accord. Vous me faites signe si toutefois je déborde. Alors, rythme biologique adapté, on en a vu quelques-uns. Pourquoi c'est important? Parce que notre horloge, qui est au milieu du cerveau, qui est au cœur du cerveau, je crois que j'ai perdu le pointeur, voilà. Eh bien, elle est, on l'a vu, connectée à la rétine, et c'est la lumière qui vient caler l'horloge. Cette horloge, elle est connectée à tout un tas de structures qui sont impliquées dans un ensemble de fonctions. Il y a quelques années, à chaque fois qu'on découvrait une fonction biologique qui avait un rythme de 24 heures, on était ravis, et on faisait une publication scientifique, et tout le monde nous disait bravo. Maintenant, quand on fait ça, tout le monde s'en fiche parce que tout le monde pense que c'est normal finalement qu'il y ait un rythme de 24 heures. En fait, on a découvert que, quand je dis on s'en fiche, c'est exagéré évidemment, ce qu'on a découvert, c'est que le sommeil est directement contrôlé par l'horloge, le système nerveux autonome, c'est le système cardiovasculaire, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, sont contrôlés par l'horloge, nos performances cognitives sont contrôlées par l'horloge, notre humeur, notre activité motrice, nos performances physiques sont contrôlées par l'horloge, notre mémoire est contrôlée par l'horloge, certaines hormones, ça on l'a déjà vu, notre division cellulaire, alors ça c'est important, la division de nos cellules, elle est aussi contrôlée par l'horloge biologique. Et quand l'horloge biologique est perturbée, ça a été observé dans les études animales, mais aussi chez l'homme, lorsque l'horloge est perturbée, on perturbe la division cellulaire, et on pense que c'est par ce mécanisme qu'on explique que les travailleurs de nuit, qui ont une horloge complètement désynchronisée, ont plus de cancers, en particulier des cancers du sein chez la femme. Parce que le cycle cellulaire, la division de nos cellules, est sous le contrôle de l'horloge. Donc vous voyez, l'horloge contrôle un ensemble de choses, et je l'ai évoqué tout à l'heure, l'horloge biologique, on la considère comme un chef d'orchestre,
elle permet aux fonctions biologiques d'être exprimées au bon moment. La nuit, la température doit être basse, la mélatonine doit être élevée, le cortisol doit être bas au début de la nuit et la production urinaire basse. Tout ça, ça permet un sommeil nocturne de bonne qualité sans trop d'éveil. Le jour, la température est élevée, la mélatonine est basse, le cortisol est élevé. Ça va permettre une veille de bonne qualité. Si on désynchronise l'horloge, si on la perturbe, eh bien, ces fonctions-là ne vont pas s'exprimer au bon moment et ça va induire des insomnies début de nuit ou des insomnies de fin de nuit ou un sommeil fragmenté de mauvaise qualité. Et donc on dit que le fonctionnement de l'organisme sera optimal lorsque l'horloge biologique sera en phase, c'est-à-dire synchronisée avec la journée de 24 heures par le cycle lumière-obscurité. Alors qu'est-ce qui se passe quand cette horloge n'est pas bien synchronisée? C'est-à-dire quand l'heure externe, notre cycle activité-repos, il n'est plus tout à fait en phase avec notre heure interne, celle de notre horloge. Eh bien, il se passe ce que tout le monde connaît, on est généralement fatigué, on a des problèmes de vigilance. Si on doit travailler tard le soir, par exemple, pour finir quelque chose pour le lendemain qu'on n'a pas eu le temps de faire, eh bien, on va ressentir cette fatigue-là. Mais évidemment, je vais aller trop vite, je crois. Ah non, j'ai supprimé des choses. Évidemment, ça va conduire à des choses qui peuvent être plus graves. Ça peut conduire à des accidents de la route. Et regardez, cette courbe, elle est intéressante. Cette courbe, elle montre la quantité de conducteurs de la route. On voit qu'il y a assez peu de conducteurs la nuit. Ici, c'est entre 2h et 8h du matin. Et puis, il y a beaucoup de conducteurs pendant la journée. Et il y a un pic de conducteurs entre 14h et 16h. Bon, ça c'est normal, il y a plus de gens qui conduisent le jour que la nuit. Par contre, si on regarde le taux d'accident de la route, eh bien regardez la courbe, c'est la courbe jaune. Le taux d'accident de la route, il est maximal au milieu de la nuit, aux environs de 5h du matin, quand la mélatonine est élevée, quand le cortisol est bas, quand la température est basse, c'est-à-dire quand l'horloge biologique cherche à promouvoir le sommeil et non pas l'éveil. Donc ça conduit à des accidents de la route. Pourquoi? Parce que les réflexes sont ralentis, la vision est altérée, les performances cognitives sont diminuées, les performances motrices sont diminuées. Donc tout concourt à ce qu'on ait des accidents de la route pendant la nuit. Et si on fait, bien qu'il y ait beaucoup moins de conducteurs pendant la nuit, il y a beaucoup plus d'accidents. Si on fait une division entre ce nombre-là et ce nombre-là, on a 20 fois plus de chances d'avoir un accident de la route à 5h du matin qu'à 5h de l'après-midi. Pas parce qu'il y a plus de gens. Ça conduit à des choses qui peuvent être aussi très graves. On a un collègue qui s'est intéressé à l'histoire des grandes catastrophes du XXe siècle. Et il a observé que les grandes catastrophes de type explosion de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis a eu lieu à 4h du matin, suite à une erreur de la personne qui contrôlait le système de sécurité de la centrale. La température a commencé à s'élever, il n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, soit parce qu'il avait un micro-sommeil, soit parce qu'il n'était plus assez attentif, et ça a conduit à l'explosion de la centrale. Tchernobyl a aussi explosé à partir d'une erreur commise aux environs de 1h23 du matin. Et puis il y a beaucoup d'autres accidents dont vous avez entendu parler. L'usine chimique de Bhopal en Inde, l'explosion de la navette spatiale Challenger qui a décollé. Il y a une tuile de la surface de la navette qui s'est décollée. Les ingénieurs auraient tout de suite dû stopper le décollage. En fait, elle aurait pu atterrir un peu plus loin. Ils n'ont pas réagi à temps. Ils se sont dit que ça allait passer, ou en tout cas, ils n'ont pas pris conscience du problème. La navette a continué son décollage, et lorsqu'elle a dû rentrer dans l'atmosphère, eh bien, elle a explosé parce qu'il manquait cette tuile protectrice. Et donc, ça a conduit à cet accident. Donc, tous ces gros accidents-là, on pense qu'ils sont liés à un mauvais fonctionnement cognitif, qui est lié à une mauvaise synchronisation de l'horloge. Ils ont eu lieu la nuit, et ces gens qui travaillaient de nuit n'avaient pas une horloge qui leur permettait d'être bien éveillés la nuit, et vraisemblablement aussi à une dette de sommeil, parce que s'il travaillait la nuit, il devait dormir le jour, et il est très difficile de dormir le jour quand on n'a pas une horloge qui permet de dormir le jour. Donc les conséquences d'une mauvaise synchronisation de l'horloge, ça conduit, et ça on l'observe en particulier dans le travail de nuit, le travail posté, dans le décalage horaire, dans certaines pathologies oculaires, au cours du vieillissement, et en particulier dans certaines pathologies qu'on observe dans le vieillissement. On observe de la fatigue, des troubles de la vigilance pendant la journée, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, difficultés d'endormissement, un sommeil fragmenté avec beaucoup d'éveil, une mauvaise qualité du sommeil. Et puis on a pendant longtemps pensé que les troubles de l'horloge, eh bien, ça posait des problèmes au cerveau, mais pas au reste de l'organisme. Et on sait maintenant que ça n'est pas vrai, puisque on trouve chez ceux qui ont une horloge mal synchronisée des troubles métaboliques. Certaines hormones, comme l'hormone de croissance, sont perturbées. Plus de poids, comme on l'a évoqué tout à l'heure, plus de diabète aussi. On observe des troubles musculaires ou des troubles osseux. On
trouve aussi plus de troubles digestifs, plus de troubles cardiovasculaires et plus de cancers, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et ça nous semble tout à fait logique, puisque l'horloge est impliquée dans tellement de fonctions biologiques que si on la perturbe, on va perturber beaucoup de choses. Alors pour parler un peu de certains des troubles, il y a ce qu'on appelle une catégorie de troubles du sommeil, qu'on appelle les troubles circadiens du sommeil, et ce sont ces troubles qu'on a un petit peu évoqués. Certains individus sont en retard de phase, d'autres sont en avance de phase, d'autres ont un cycle veille-sommeil irrégulier, certains sont en libre cours, ça ce sont les aveugles, ce qui paraît normal. Les aveugles qui ont une rétine endommagée ou qui n'ont plus d'yeux, certains aveugles demandent à ce que leurs yeux soient retirés pour des raisons esthétiques, eh bien non plus finalement les mécanismes qui permettent à leur horloge d'être synchronisée aux 24 heures. Donc leur horloge, elle n'est pas synchronisée, elle fait ce qu'elle a fait chez Michel Siffre ou chez l'écureuil volant. Elle va dériver à sa propre vitesse. Donc les aveugles qui ont une horloge rapide, ils vont se coucher de plus en plus tôt tous les jours. Ceux qui ont une horloge plus lente, ils vont se coucher plus tard. Et qu'est-ce que ça fait? Prenons un aveugle qui aurait une horloge avec une vitesse de 24 heures et 30 minutes. Son horloge, elle va se retarder de 30 minutes tous les jours. Si par exemple ce soir, il s'endort à 23 heures parce que son horloge lui permet de dormir à 23 heures, eh bien dans 24 jours, son horloge, elle va lui permettre de s'endormir à midi, non plus à 11 heures du matin, et non plus à 23 heures. Et il lui faudra à nouveau 24 jours pour que l'horloge lui permette de s'endormir pendant la nuit. Donc ça explique pourquoi les aveugles qui ont ces problèmes-là ont ce qu'on appelle les troubles du sommeil récurrents. Et chez cet aveugle-là dont on vient de parler, il va dormir à peu près bien tous les 48 à 50 jours. Et entre les deux, il ne va pas pouvoir dormir pendant la nuit parce que l'horloge, elle va chercher à l'éveiller pendant la nuit, puisqu'elle sera plus synchronisée aux 24 heures. Le jet lag conduit aussi, le décalage horaire conduit à des troubles, et le travail posté, on l'a déjà évoqué. Il y a un ensemble d'autres troubles qui vraisemblablement ont une composante chronobiologique, donc liée à l'horloge. Certaines dépressions saisonnières ou qui sont non saisonnières, certains troubles bipolaires. Dans le vieillissement, on a certains troubles du sommeil qui apparemment ont une origine chronobiologique, dans certaines pathologies oculaires et certaines neurodégénérescences. Dans certains troubles cognitifs, on a une composante chronobiologique, et comme je l'ai évoqué, dans certains cancers aussi. Ces aspects-là, ces pathologies-là sont en cours d'étude. On n'a pas encore de thérapie qui est validée au niveau de la communauté internationale. Mais on sait en laboratoire, certaines études ont déjà montré qu'on pouvait traiter certains patients qui souffrent de certains de ces troubles en utilisant justement ces propriétés de l'horloge dont on vient de parler. Ça, c'est ce qui se passe dans le travail posté, et on l'a déjà un petit peu évoqué. Ah, je crois que j'ai mis une diapo en anglais, je suis désolé. En fait, dans le travail posté, on a des troubles à peu près à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui font du travail de nuit ici? Ou qui en ont fait dans le passé? Peu de gens, un petit peu, d'accord. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui font du travail de nuit n'ont pas ces troubles. Mais en moyenne, on a observé que les travailleurs de nuit ont plus de malchance, on va dire, d'avoir ces troubles-là, des troubles des rythmes biologiques, des troubles du sommeil, des troubles au niveau cérébral, plus de fatigue, plus de sommeil perturbé, des troubles au niveau gastro-intestinal, plus de cancer, plus de troubles au niveau reproductif, c'est-à-dire que les mamans qui font du travail de nuit vont avoir des enfants petits, éventuellement plus de prématurité. On observe aussi plus de troubles cardiovasculaires et pour certains, des troubles de type stress, anxiété, dépression, etc. Donc dans le cas d'un travail de nuit chronique, surtout si on est un couche-tôt, lève-tôt et qu'on doit faire du travail de nuit, eh bien on va voir apparaître plutôt ces troubles-là. Et l'ANSES, vous savez, l'Agence nationale sanitaire, a publié un rapport en 2016, auquel plusieurs chronobiologistes à avoir participé, qui a fait ce qu'on appelle une évaluation des risques sanitaires, et maintenant il n'y a plus de doute. Le travail de nuit, ça n'est pas naturel, et ça peut conduire à des troubles. Donc la recommandation, c'est d'éviter autant que possible, si on le peut. Pour autant, dans certains cas, on ne peut pas l'éviter. Il y a certains métiers pour lesquels le travail de nuit est évidemment indispensable. Et bien, dans ces cas-là, il faut être suivi de très près par un médecin pour justement pouvoir détecter au plus tôt si des troubles apparaissent et pouvoir soit éviter de faire du travail de nuit à nouveau, soit d'ajuster son travail de nuit, faire moins de nuit, faire plus de jours, faire plutôt du matin ou plutôt du soir. Dans certains cas, c'est possible, dans d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Alors, de quoi on pourrait parler maintenant? Il nous reste quelques minutes ou pas? Est-ce qu'il nous reste encore 5 minutes? Oui, 5 minutes. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais choisir de vous dire?
parce que j'ai à peu près encore 450 diapositives, donc on va être obligé de choisir. Hein. Alors. Ah, je vais vous parler d'une chose. Pour finir, on va parler d'une chose. Ça, c'est différents troubles. Voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que la lumière n'a que du bon? Parce que je vous ai parlé de la lumière, je vous ai dit qu'elle était indispensable pour synchroniser l'horloge. Est-ce que la lumière n'a que du bon? Qui pense que la lumière n'a que du bon? Ah, personne. Bon. Ça veut dire que ma question était un peu fermée. Hein, vous saviez qu'il fallait dire non. Alors, en fait, on pense que la lumière peut avoir des effets toxiques, entre guillemets. On n'utilise pas ce mot, mais pour être un peu fort, on peut dire qu'elle a des effets toxiques. Et on le pense pas uniquement depuis que Charles Czeisler, un chronobiologiste américain, a publié cette petite revue, mais parce qu'il y a suffisamment d'évidence maintenant dans la littérature pour penser que la lumière, en particulier la lumière artificielle, surtout la lumière artificielle, parce qu'elle est disponible à des moments où elle va avoir des effets négatifs, eh bien, va induire des troubles du sommeil et d'autres troubles. Et par exemple, ça c'est une étude qui a quelques années maintenant, un collègue qui s'est intéressé à l'exposition à la lumière avec de très faibles intensités. 40 lux, c'est par exemple l'intensité de la lumière qu'on a avec une lampe de chevet à côté de son lit. Un lux, c'est une bougie à 1 mètre de l'œil dans le noir. C'est ça le lux, un lux. 40 lux, il faut imaginer 40 bougies. Je ne sais pas qui peut imaginer 40 bougies. Et en fait, il a utilisé 3 types de lumières. Des lumières halogènes, qui sont, on appelle ça chaudes, des lumières à incandescence, qui sont aussi chaudes, et des lumières froides, qu'on appelle maintenant lumière du jour, lumière fluorescente du jour. Et ce qu'il a observé, c'est qu'il a mesuré la mélatonine. Et normalement, vous l'avez vu, la mélatonine, elle augmente le soir avant le coucher, elle est impliquée dans l'endormissement. Eh bien, si on est exposé à de la lumière froide, eh bien, on voit que la mélatonine, elle est supprimée. Donc cette lumière froide, même avec seulement 40 lux, elle supprime la mélatonine. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Si on s'intéresse à la somnolence, vous voyez que si on est avec des lumières chaudes, la somnolence, elle augmente le soir. J'ai oublié de vous dire que c'est entre 18h et minuit. Donc la somnolence, elle augmente normalement. Sauf que cette lumière froide, eh bien, vous voyez, elle fait chuter la somnolence. Donc cette lumière froide, elle nous empêche de nous endormir. Là, on aurait dû s'endormir, au moment où on aurait dû s'endormir. Ça, c'est le bien-être. Le bien-être, il est augmenté par ces lumières froides. Donc, vous voyez, ça crée ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est que non seulement le sommeil est inhibé, mais en plus, on se sent bien. Donc on a envie de rester sous cette lumière-là, parce qu'on se sent bien finalement. Donc c'est ça, vraisemblablement, qui est impliqué dans cet effet négatif de la lumière. C'est qu'il y a une sorte de cercle vicieux, c'est le système s'auto-entretient par la lumière. Et puis ça, c'est une étude, et je crois qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus, c'est une étude qui a été faite en 2014, et il y a quelques autres qui ont retrouvé le même résultat. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on va en parler à l'occasion de la journée du sommeil la semaine prochaine. Si certains s'intéressent à cette notion particulière, on va en parler dans le cadre de la journée du sommeil et de la semaine du cerveau à la Pardieu, à la bibliothèque de la Pardieu. Je ne sais pas si je suis censé citer des concurrents de la bibliothèque de Villeurbanne. Si ce n'est pas en même temps que la nôtre, c'est bon. Très bien. Et ça sera jeudi. Je crois que vous, c'est mercredi. Hein. On n'est pas concurrents, je crois. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont observé dans cette étude? La question qui se posait, c'était est-ce que quand on lit un livre sur une tablette, est-ce que ça peut avoir de mauvais effets? Pourquoi? Parce que cette tablette, elle émet de la lumière. Et donc l'étude qu'ils ont faite, c'est ils ont pris une population de jeunes gens, ils leur ont demandé de lire pendant 4 heures un livre, soit sur une tablette, soit sur un livre, un vrai livre, le même livre, pour pouvoir vérifier que ça n'est pas le contenu du livre qui était impliqué, mais bien la lumière qui émane de l'écran. Et ils ont mesuré un ensemble de choses, et on ne va pas regarder toutes les courbes, mais comparé à la lecture d'un livre, la lecture sur tablette à LED, avec une faible surface et une faible luminosité, provoque une suppression de la mélatonine, un retard de l'horloge biologique, un retard de l'endormissement, une diminution du sommeil paradoxal et une diminution de la vigilance le matin. Donc on conclut maintenant que ces tablettes, même si l'intensité est faible et si la surface est petite, eh bien, si on les utilise au mauvais moment, c'est-à-dire avant le coucher, et suffisamment longtemps, les études montrent qu'à partir de 30 minutes, on a déjà des effets, eh bien, on va éventuellement retarder l'endormissement. Voilà, si on veut conclure, on peut dire la chose suivante. Les choses suivantes, évidemment, et j'espère que vous avez bien compris ça, le sommeil n'est pas un luxe, il est impliqué avec un U dans un ensemble de régulation de l'organisme. La dette de sommeil peut induire des troubles.
La lumière est indispensable à la bonne synchronisation de l'horloge biologique et à la régulation d'une multitude de fonctions biologiques. Un environnement inapproprié en intensité, en couleur et en horaire peut conduire à des troubles qu'on a vus avec les écrans le soir, avec les travails postés, certains postes de travail qui sont mal éclairés. Il existe encore des postes de travail où il n'y a pas de fenêtre, par exemple. On observe plus de troubles chez ces individus-là, plus de troubles du sommeil. La photothérapie ou la luminothérapie, on n'a pas évoqué en détail, peut traiter des troubles et des pathologies. Et le dernier point, une bonne hygiène de lumière est indispensable. Et qu'est-ce que c'est une bonne hygiène de lumière? C'est de la lumière pendant la journée, idéalement de la lumière solaire, et l'obscurité complète pendant la nuit, ou éventuellement une lumière rouge ou orangée pour ceux qui doivent se lever pour aller faire pipi. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va prendre peut-être une vingtaine de minutes pour poser des questions. Donc, merci de bien lever la main et demander le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous dites qu'on ne peut pas dormir le jour. Moi, je sais que je fais la sieste l'après-midi, il fait jour, et ça ne m'empêche pas de dormir. Alors, la sieste est une exception. On ne peut pas faire sa nuit, en général, pendant la journée, c'est-à-dire ses 8 heures de sommeil, quand on a une horloge bien synchronisée, parce que quand on a une horloge bien synchronisée, le sommeil il prend place pendant la nuit et pas pendant le jour. Par contre, on peut faire des siestes. Et la sieste, c'est évidemment une très bonne idée. Pendant longtemps, les gens ont résisté à la sieste, et la sieste, c'est un très très bon moyen justement de lutter contre cette dette de sommeil qu'on peut avoir. Parce qu'on n'a pas une bonne hygiène de sommeil, parce qu'on se couche trop tard, parce qu'il y a des choses sympas à la télé, parce qu'on lit des choses sympas, etc. Et donc, il ne faut surtout pas éviter de faire une sieste. Il y a 2 limites à la sieste. Il faut qu'elle soit de courte durée. Il ne faut pas dépasser 30 minutes. Alors, dans des cas particuliers, si on ne peut pas dormir suffisamment pendant la nuit, les siestes de longue durée peuvent être utilisées, mais en règle générale, on ne conseille pas des siestes très longues et on ne conseille pas non plus des siestes trop tardives. En général, on ne dépasse pas 15 heures avec une sieste. Pourquoi? Parce que si on dort trop tard ou trop longtemps, eh bien, on diminue cette pression de sommeil qui normalement augmente au cours de la journée. Et le soir, eh bien, on n'a plus sommeil, donc on va se coucher trop tard. C'est votre choix. Vous pouvez dormir à pleine lumière pendant la journée. L'essentiel, c'est que ça vous convienne. Très bien. Ce n'est pas la recommandation, mais si ça vous marche, si ça marche avec vous, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vous remercie. C'est très intéressant et important en même temps. Ma question, c'est surtout par rapport à mes enfants. La nuit, ils ont peur du noir. Ils ont besoin de lumière pour dormir. Et si j'ai bien compris votre conférence, c'est inquiétant. Alors, pas forcément inquiétant. Il faut résoudre le problème. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, nous, ce qui m'a le plus inquiété, c'est même en lumière basse, ça cause des perturbations. Alors voilà. En fait, ça cause des perturbations quand les niveaux sont suffisamment forts. Les effets qu'on a observés avec, par exemple, 20 lux ou 40 lux, qui sont une lampe de chevet, on ne pense pas qu'on les observera avec des veilleuses, par exemple. Vous savez, les veilleuses pour enfants. On ne pense pas qu'on va les observer. Personne n'a jamais fait l'étude encore. On a soumis une demande de financement récemment, justement pour faire cette étude, parce que tout le monde dit que ça perturbe le sommeil, sauf que ça n'a jamais été évalué, l'effet de ces veilleuses. Donc on ne sait pas. Ça n'est pas forcément une mauvaise idée. En tout cas, ça n'a pas forcément un impact négatif sur leur santé et sur leur sommeil. Comment il faut imaginer les choses, c'est pourquoi est-ce qu'on déconseille la lumière pendant la nuit? C'est parce que pendant la nuit, en général, en particulier chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est la même chose, on se réveille entre 7 et 15 fois par nuit. On se réveille et puis on se rendort. On se réveille, on se rendort. Généralement, on se réveille moins de 2 minutes. Et on ne s'en souvient pas le lendemain matin. Pourquoi? Parce qu'on émerge un petit coup et puis on va replonger tout de suite. Si on est à l'obscurité, on ne va même pas se rendre compte qu'on s'est réveillé. Et donc on va se rendormir très très vite. S'il y a un petit peu de lumière, et surtout s'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va commencer à analyser notre environnement, parce que l'œil sert à ça, il sert à analyser l'environnement. Et puis éventuellement, si on voit notre cartable d'école, on va y penser à l'école. Si on voit notre ordinateur pour un adulte, on va penser à notre travail, etc. Si on voit un livre, on va éventuellement envie de replonger dans son livre.
Donc ça va déclencher des processus cognitifs qui font que ça va aller à l'encontre de l'endormissement. Donc c'est en ça qu'on évite et qu'on ne recommande pas la lumière pendant la nuit. Pour ce qui est des enfants, si leur sommeil est de bonne qualité, s'ils ne se réveillent pas, s'ils ne pleurent pas, s'ils ne se plaignent pas d'un sommeil de mauvaise qualité, ça vous pouvez leur demander, parce que si on ne leur demande pas, ils ne vont pas le dire spontanément. S'ils n'ont pas de troubles de la vigilance pendant la journée, s'ils ne s'endorment pas à table, etc., ou pendant une discussion ou en jouant, etc., a priori, il n'y a pas de problème. Il y a un problème quand on voit des gens qui s'endorment pendant la journée. C'est ça, en fait, qui doit être le signal d'alerte. Quand on s'endort pendant la journée, ça peut être signe d'un problème. Mais il ne faut pas s'inquiéter, par exemple, des veilleuses. En général, il faut essayer de les supprimer, et il faut le faire progressivement. Par exemple, en les laissant allumer le soir, et puis quand vous allez vous coucher, si vous allez vous coucher plus tard, vous l'enlevez. Éventuellement, l'enfant va vous appeler quand il va se réveiller, mais pas forcément. Et petit à petit, vous pouvez éventuellement le faire disparaître. D'accord. Je vous remercie. Dame d'abord là, puis... Bonsoir. Que pensez-vous des comprimés de mélatonine vendus dans le commerce? Alors, plutôt du bien. J'en pense plutôt du bien. En fait, la mélatonine, c'est une hormone qui est intéressante. Alors, ce sont des comprimés de mélatonine artificielle, ce n'est pas de la mélatonine animale qui aurait été prélevée, elle a été synthétisée. Et en fait, la mélatonine, c'est un des rares composés qui a un effet sur l'horloge biologique, en dehors de la lumière. Elle agit sur l'horloge biologique en induisant le sommeil. Et éventuellement, elle va avoir un effet, elle va un petit peu avancer l'horloge biologique. Donc par ces deux effets-là, quand on la prend au bon moment, et en général on la conseille entre une demi-heure avant le coucher et 4 heures avant le coucher, selon ce qu'on souhaite faire avec cette mélatonine, elle est utilisée par les médecins dans certains troubles du sommeil, eh bien on va avancer l'horloge ou induire un sommeil de meilleure qualité. Elle est aussi utilisée, je l'évoquais tout à l'heure, chez les individus qui ont ce qu'on appelle le syndrome vasospastique ou le syndrome de Raynaud, qui ont les mains froides et les pieds froids, les extrémités froides. Elle a un intérêt dans ces troubles-là parce qu'elle va provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation périphérique. Elle va augmenter la température des extrémités. Et en augmentant la température des extrémités, elle va induire le sommeil. Pas parce qu'on a moins froid, mais parce que l'augmentation de la température des extrémités induit le sommeil. Donc c'est une approche qui est très intéressante. Alors, on la trouve maintenant dans le commerce, en vente libre, dans les pharmacies, souvent associée avec des plantes. Les plantes n'ont pas toujours un intérêt, mais les boîtes pharmaceutiques qui vendent ces comprimés ne peuvent pas la vendre seules, donc ils rajoutent des plantes. Ça n'est pas mal en soi, et elle peut être utilisée si on a un trouble du sommeil. Il vaut mieux consulter un médecin du sommeil pour vérifier que c'est une bonne indication. Quelquefois, ça va induire la sensation d'un bon sommeil, mais le sommeil sera de mauvaise qualité pendant la nuit, et ça peut induire des endormissements pendant la journée. Si on a un trouble du sommeil, on va voir un médecin du sommeil. Si c'est juste pour s'aider à s'endormir, par exemple, elle peut être utilisée sans risque. Il n'y a pas de souci à l'utiliser chez l'adulte. On évite chez l'adolescent et chez l'enfant. Je vous en prie. Deux personnes là. Bonsoir. J'avais une question par rapport au sommeil et aux saisons. À titre personnel, j'ai remarqué que je dormais beaucoup l'hiver, et l'été, j'avais moins besoin de sommeil. Je pouvais dormir peut-être 2 heures de moins d'habitude sans être autant fatigué. Donc, est-ce que vous avez remarqué un effet? Comment ça s'explique? Oui, Merci. alors c'est une bonne question. Il y a un effet saisonnier. On a longtemps pensé que les humains n'étaient pas saisonniers, contrairement alors aux espèces inférieures qui sont saisonnières. Et en fait, la littérature scientifique montre que l'humain est aussi saisonnier. Pas tous les humains. Certains sont très saisonniers, d'autres le sont assez peu. Ceux qui sont très saisonniers ont ce que vous décrivez, c'est-à-dire généralement un sommeil de plus longue durée pendant l'hiver que pendant l'été. Et pour certains qui sont très saisonniers peuvent avoir éventuellement plus de dépression ou de troubles de l'humeur, pas forcément de la dépression, mais un blues de l'hiver. Les deux ne sont pas associés du tout. On peut avoir un effet sur le sommeil sans avoir d'effet sur la sphère affective. Et vraisemblablement, ça c'est lié à là encore, l'horloge biologique, parce qu'on a remarqué que l'horloge biologique était très impliquée dans ces phénomènes saisonniers. On ne sait pas encore comment ça marche. Comment est-ce qu'une horloge qui fait tic-tac toutes les 24 heures, comment est-ce qu'elle pourrait régler des rythmes saisonniers? On ne sait pas très bien. En tout cas, puisque l'horloge est très sensible à la lumière, et qu'avec la saison, la photopériode, la durée d'exposition à la lumière change, eh bien c'est de cette manière vraisemblablement que l'horloge est impliquée dans ce phénomène.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'à votre connaissance, on a des données épidémiologiques significatives sur les impacts sur la santé, enfin sur des indicateurs de santé, des altérations quantitatives ou qualitatives des phases de rêve, de sommeil paradoxal? Ah, intéressant. Alors, il n'y a pas de données épidémiologiques. Et pourquoi? Parce que pour étudier l'impact d'une altération du sommeil paradoxal, il faut mesurer le sommeil par polysomnographie. Il faut faire de la polysomnographie de sommeil. Il faut enregistrer le sommeil. Et dès lors qu'on se met à enregistrer le sommeil, qui est très coûteux, très preneur de temps et de personnel pour faire l'enregistrement, on ne peut pas faire d'études épidémiologiques avec ne serait-ce que 500, 1000, 10 000 personnes. On ne peut pas. Par contre, on s'est longtemps posé cette question-là avec l'apparition des premiers antidépresseurs qui suppriment le sommeil paradoxal. La clomipramine, l'anafranil, ces vieilles substances qui sont encore utilisées, mais qui ont un peu été abandonnées parce qu'elles ont beaucoup d'effets secondaires, ces antidépresseurs suppriment le sommeil paradoxal. Et les gens comme Michel Jouvet à Lyon, qui ont découvert le sommeil paradoxal et qui aussi ont été impliqués dans la découverte de l'importance du sommeil paradoxal dans la mémoire, se sont dit, si on altère le sommeil paradoxal, on va créer des troubles de la mémoire ou des troubles du comportement. Or, il n'y a aucun trouble du comportement chez les gens qui prennent ces substances. Donc on ne sait pas très bien quel impact il peut y avoir à supprimer le sommeil paradoxal. Ce qu'on sait, c'est que quand on altère le sommeil, et le sommeil paradoxal, et le sommeil à ondes lentes, on va altérer tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, mais aussi la mémoire. Donc peut-être bien que ce n'est pas seulement le sommeil paradoxal qui est impliqué dans la mémoire, mais c'est le sommeil paradoxal et le sommeil à ondes lentes. Si on n'en supprime qu'un, il n'y a pas d'impact. Si on supprime les deux, là, il y aura un impact. Mais pas à partir d'études épidémiologiques, c'est les études en laboratoire qui ont montré ça. Vous avez évoqué un certain nombre de pathologies, toute une liste, liées aux troubles du sommeil. Est-ce que le vieillissement et le rythme du vieillissement peut être lié aux troubles du sommeil? Parce que depuis quelque temps, il est question, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, sur la télomérase, les télomères. Est-ce que le rythme de vieillissement peut être perturbé par les troubles du sommeil? Alors, on n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question. On ne sait pas si les troubles du sommeil peuvent avoir un impact sur le vieillissement en particulier. Est-ce que avoir un trouble du sommeil, ça va conduire à un vieillissement accéléré, si c'est ce que vous cherchez à savoir? On n'a pas la réponse à cette question. Il y a une étude. Oui, c'est ça. Il faut chercher. On a besoin de chercher encore plus. Et heureusement qu'on n'a pas la réponse à toutes les questions. Il y a une étude qui s'est intéressée à l'effet du travail de nuit sur le vieillissement. Ils ont fait à partir d'une grosse population, ils ont cherché à savoir est-ce que les travailleurs de nuit meurent plus jeunes que les travailleurs de jour. Et ils ont conclu que oui. Sauf qu'il y a beaucoup de biais dans cette étude. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer ce qu'ils ont observé et qui pourraient ne pas être liés au travail de nuit. Donc l'étude n'est pas complètement consensuelle encore. On a besoin de plus de travail là-dessus pour répondre à la question. On a envie de dire oui spontanément parce que, comme on l'a vu, comme le sommeil dès qu'il est perturbé, ou l'horloge dès qu'elle est perturbée, induit des troubles, on peut imaginer facilement que ces troubles vont induire un vieillissement accéléré. Mais il n'y a pas d'évidence encore. Il y a un élément intéressant qui a montré que chez les individus qui souffrent de troubles du sommeil ou qui sont en dette de sommeil, eh bien, il se passe quelque chose au niveau cérébral. Vous savez que pendant la nuit, pendant le sommeil, il y a une détoxification du cerveau. Il y a un ensemble d'accumulations de protéines qui ont été fabriquées pendant la journée, qui doivent être détoxifiées, qui doivent être nettoyées pendant le sommeil. Si ce nettoyage ne s'effectue pas, les protéines vont s'accumuler. Et une protéine en particulier, deux en particulier, la protéine Tau, celle qui m'est à l'esprit, j'ai oublié la deuxième, qui est une protéine qui s'observe dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, s'accumule chez les individus qui n'ont pas un sommeil de bonne qualité. Donc ce qu'on croit à l'heure actuelle, c'est que les individus qui vont éventuellement développer une maladie d'Alzheimer sont peut-être des individus qui ont une altération de leur sommeil au cours de leur vie, qui fait que ces protéines-là, la protéine Tau, va s'accumuler au cours du vieillissement plus que chez ceux qui n'ont pas ces troubles du sommeil. Mais c'est la seule chose à l'heure actuelle qu'on a pour faire un lien entre sommeil perturbé au long cours et pathologie qui s'observe en fin de vie. Pourquoi a-t-on souvent des somnolences après le repas de midi
Donc souvent on boit le petit café pour moins dormir. Enfin voilà, il y a des problèmes de somnolence souvent après le repas de midi. Alors il y a deux raisons. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était parce qu'après le repas de midi, eh bien, la digestion se met en place, et la digestion nécessite un grand volume vasculaire. L'estomac se met en route, l'intestin se met en route, et ça va monopoliser un grand volume vasculaire. Ça va dévasculariser entre guillemets le cerveau, qui donc aura, parce qu'il aura un accès à la masse sanguine moins important, va quelque part se protéger en induisant un ralentissement cérébral, et donc va induire une somnolence. Ça, c'est ce qu'on croyait, et en fait, ça, c'est faux. C'est faux parce que ce qu'on a observé en laboratoire, c'est que si on garde des gens au laboratoire pendant longtemps, et nous on l'a fait à Lyon, on le fait encore, sans dormir pendant 24 heures, et qu'on leur donne des repas toutes les heures, des petits sandwichs toutes les heures. Alors nous on les fait durer, on fait ça pendant 36 heures, on s'arrête au bout de 36 heures. Donc ils font une nuit blanche. Eh bien ce qu'on observe, c'est que à l'heure habituelle du repas, ils ont ce petit creux de vigilance, ils ont ces petites somnolences. Nous on les empêche de dormir, donc on ne les laisse pas faire la sieste, mais ils ont ce petit creux de vigilance. Et ça redémarre ensuite, ils font leur nuit blanche, et le lendemain, ils ont exactement la même chose. Et ça, ce n'est pas lié à leur repas, parce qu'ils ont de tout petits sandwichs toutes les heures. Si c'était lié au repas, on pourrait imaginer que toutes les heures, ils ont ce petit creux. Or, ce n'est pas lié au repas, c'est environ tous les jours, à proximité de la fin du repas, entre 12h et 14h, il y a une petite chute de la vigilance qui est liée au fonctionnement de l'horloge biologique. Donc c'est normal. Ça va être de plus ou moins grande amplitude. Certains vont être très sensibles à ça. D'autres ne vont pas du tout le ressentir. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on prend le petit café après le repas de midi. Vous avez montré que chez les bébés, il y avait beaucoup de cycles de sommeil pendant la journée. Est-ce qu'il vaut mieux les laisser à la lumière du jour ou à la pénombre ? Ou alors est-ce que le fait de les laisser à la lumière du jour quand ils dorment le jour, ça leur permettra après de prendre le cycle jour-nuit ? Ça c'est une question qui me plaît beaucoup, parce que j'ai participé à une étude il n'y a pas longtemps sur ce sujet. En fait, la recommandation, c'est effectivement, pour permettre à ces petits bébés de se synchroniser très vite et de faire leur nuit très très vite, eh bien il faut les exposer comme nous, c'est-à-dire comme nous on est exposés à de la lumière solaire pendant la journée et à l'obscurité pendant la nuit. Comme nous, pourquoi comme nous ? Parce que nous, mammifères, on a évolué dans ces conditions-là. Les animaux, les mammifères et tous les animaux qui n'ont pas accès à l'électricité et qui n'ont pas de volets, ils ne vont pas fermer les volets pour faire dormir leurs petits pendant la journée. Ils vont les laisser à la journée. Et la plupart des mammifères, y compris les singes, on voit chez le singe que les bébés singes se synchronisent très très vite et font un sommeil nocturne beaucoup plus rapidement que la plupart des bébés humains, à cause du mauvais comportement des parents qui ont tendance à diminuer la lumière pendant la journée et à laisser un peu de lumière pendant la nuit parce que c'est plus pratique pour aller changer les couches ou donner le biberon. Donc c'est lumière de jour, surtout pas fermer les volets, on peut très bien dormir en pleine journée quand on est un bébé, et obscurité la nuit. Ça répond à votre question ? Oui, alors souvent on dit que quand on dort trop, on est encore plus fatigué. Est-ce que c'est vrai ? Parce que moi, des fois, je remarque que quand je dors 12 heures ou 14 heures, je me réveille le matin et en fait, je suis hyper fatiguée, quoi. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on dort longtemps, eh bien, on a tendance à se réveiller après du sommeil à ondes lentes. Et quand on se réveille, quand on fait une nuit de 8 heures, on se réveille généralement après du sommeil paradoxal, comme je l'ai montré. Et ça permet un réveil de bonne qualité. Si on refait un cycle supplémentaire, d'abord, ça veut dire qu'on en a besoin. On ne peut pas dormir parce qu'on n'en a pas besoin. Si on dort un cycle supplémentaire, on va se réveiller souvent après du sommeil à ondes lentes. Et là, il y a ce qu'on appelle de l'inertie de sommeil. Donc on a plus de mal à émerger. Ce n'est pas parce que le sommeil a eu un mauvais effet, parce qu'il était bénéfique ce sommeil, c'est parce qu'il y a plus d'inertie de sommeil. Et si vous êtes capable de dormir entre 12 heures et 14 heures, c'est que vraisemblablement vous êtes en dette de sommeil. Soit vous êtes une grande dormeuse, mais rarement les dormeurs dorment plus de 11 heures. On dort rarement plus de 11 heures dans la population générale. Si vous dormez 12 heures à 14 heures, il faut vous demander si vous avez eu suffisamment de sommeil les jours précédents. Et si vous n'avez pas eu suffisamment, il faut faire bien attention à bien protéger ce sommeil pour éviter non seulement un sommeil très très long, mais tous les effets secondaires que vous décrivez avec cette inertie de sommeil. Bonsoir, donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette intervention qui a été vraiment très lumineuse intellectuellement.
Ma question, c'est concernant le café. Est-il vrai que le café retarde l'endormissement? Alors la réponse est oui, mais il y a toujours plusieurs niveaux. Vous savez, les scientifiques ont toujours tendance à dire oui, mais... et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'effet de la caféine, ça prend environ 15 minutes. Il faut à peu près 15 minutes pour que la caféine commence à avoir un impact. Et donc, prendre de la caféine avant le sommeil nocturne, le sommeil du soir, ça peut avoir des effets négatifs. Ceci dit, il a été montré récemment qu'on n'est pas tous égaux face à l'impact de la caféine, à l'effet de la caféine. Il y a des gens qui sont très sensibles, d'un point de vue purement génétique. Certains ont des mécanismes qui leur permettent d'avoir un effet très amoindri de la caféine. Et d'autres vont voir beaucoup d'effets de la caféine. Donc si on est quelqu'un qui a la possibilité de prendre un café avant de se coucher, voire même dans les 2 ou 3 heures avant le coucher, sans avoir de problème de sommeil, et sans avoir de problème de vigilance le lendemain, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ces éveils nocturnes, alors tout va bien. Si par contre on est fatigué, on se sent fatigué même après avoir la sensation d'avoir fait une bonne nuit de sommeil, alors il faut tenter d'éviter le café pendant une semaine et voir si ça ne va pas mieux après. En général, c'est comme ça qu'on arrive à sonder si ça peut être lié à un mauvais comportement lié à la caféine. Mais la deuxième chose, et ça c'est un point intéressant pour tous les gens qui évitent la sieste, parce qu'ils ont beaucoup d'inertie de sommeil dont on vient de parler. Beaucoup de gens disent, moi je ne fais pas la sieste parce que quand je dors, je ne peux pas dormir 15-20 minutes, je dors pendant 1h30 ou 2 heures. Et donc je ne peux pas le faire parce qu'après j'ai une inertie de sommeil, je suis encore plus dans le gaz qu'avant, donc je ne vais pas le faire. Pourtant ça leur ferait du bien cette petite sieste parce qu'ils sont en dette de sommeil. Donc ce qu'on leur recommande, c'est de prendre un petit café, un expresso ou pas d'ailleurs, il y a plus de caféine dans une tasse de café filtre que dans un expresso, prendre un café juste avant la sieste. Le café va agir en 15 minutes, on met le réveil 15 minutes plus tard. Quand le réveil sonne, on commence à ressentir les effets du café. Pour certains, il faut 2 ou 3 réveils à distance, un peu loin du lit ou de la chaise ou du fauteuil. Et cet effet de la caféine-là sera bénéfique dans cette circonstance particulière. Mais en règle générale, la caféine ne fait pas bon ménage avec le sommeil. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voulais un peu revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, en fait, et puis qui a un peu été évoqué là au cours des questions. C'est que on a une baisse de vigilance, voilà, vers 14 heures à peu près, entre 14 heures et 16 heures. Vous avez dit, me semble, tout à l'heure. Et en fait, moi, je me posais la question, notamment par rapport à la conduite, en fait. On disait que c'était là qu'il y avait le plus de conducteurs, c'est l'heure où il y avait le plus de conducteurs. Et je me demandais comment ça se faisait que, en lien avec cette baisse de vigilance qu'on a tous, avec cette inertie de sommeil, pourquoi il n'y avait finalement pas plus d'accidents qu'à 5h du matin. Je me dis à 5h du matin, 2h à 5h du matin, il y a quand même aussi d'autres facteurs qui sont à prendre en compte et à quel point en fait, on élimine ces facteurs dans la prise dans l'étude, quoi. D'accord, c'est une bonne question. Alors on pourra en parler pendant longtemps, parce qu'il y a plein de facteurs confondants effectivement dans les deux. En fait, vraisemblablement, il n'y a pas plus d'endormissement, il n'y a pas plus d'accidents pendant ce creux de la vigilance, parce qu'on n'est pas tous égaux à ce creux de vigilance, comme je mentionnais tout à l'heure, certains ne l'ont pas. Et les gens qui l'ont, finalement, on l'observe. Alors, les gens qui ont ce creux de vigilance, en règle générale, sont des gens qui ont la possibilité de faire une sieste, ou qui s'astreignent à faire une sieste, ou bien qui vont prendre du café, qui va leur permettre d'éviter d'avoir ces chutes de vigilance et éventuellement les accidents de la route. Donc ils vont prendre des contre-mesures. Quand on est atteint généralement de somnolence, on va prendre des contre-mesures comme la caféine. Les gens qui prennent le plus de caféine sont généralement les gens qui ont le plus de dette de sommeil, ou qui ont le plus de somnolence. Il y a une association entre la consommation et la somnolence. Donc on peut imaginer que les forts consommateurs ou les gens qui sont très somnolents après le repas de midi vont être ceux qui vont prendre de la caféine et qui donc ne vont pas avoir ce problème. Il y a aussi, on a observé que cette chute de la vigilance après le repas augmente avec l'âge, et avec l'âge diminue la conduite automobile. Et puis voilà, il y a un ensemble de phénomènes qui peuvent expliquer ça. Le dernier auquel je pensais en fait en tout premier, c'est après, on a cette chute de vigilance qu'on observe généralement quand on est à l'intérieur, à la maison, ou après le repas, à la cantine, au restaurant, etc. Dès lors qu'on sort et qu'on est exposé, 14 heures, on a entre 100 000 lux et 80 000 lux de lumière en été, ça peut être 20 000 en hiver, 10 000 en hiver. Cet effet-là est très éveillant. La lumière est plus efficace que la caféine pour maintenir éveillé.
Donc cet effet très éveillant, vraisemblablement, va aussi contrebalancer, va agir comme une contre-mesure à l'accidentologie après le repas. On peut imaginer ça. Alors ça, c'est une bonne remarque. Ça, été testé au laboratoire. On a fait ça en laboratoire et on a fait l'étude chez des gens qui ne consommaient pas d'alcool pendant l'étude et on observe exactement les mêmes résultats. C'est complètement indépendant de toutes les autres consommations et de tous les facteurs confondants qui peuvent s'observer en laboratoire puisqu'on les contrôle, ces facteurs confondants. Et on observe le même phénomène, c'est-à-dire, nous on a fait une étude là très récemment avec des sujets jeunes qu'on a maintenu éveillés pendant 36 heures comme je l'ai mentionné. On voit très très bien ce creux de la vigilance qui est maximal au creux de la température corporelle vers 5 heures du matin en moyenne. C'est entre 3 heures et 7 heures du matin qu'on observe le creux de vigilance. Donc on pense que c'est complètement lié à une horloge biologique qui cherche à promouvoir le sommeil à ce moment-là et non pas l'éveil. Mais dans la vraie vie, il y a d'autres facteurs confondants, comme celui que vous évoquez, l'alcool. Ça concerne en particulier ceux qui font la fête, qui sortent de boîte de nuit par exemple. Mais dans l'étude là, c'était des conducteurs professionnels qui, a priori, font attention à leur consommation d'alcool. Mais l'autre facteur confondant, ou qui est impliqué dans la vraie vie, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, en plus du fait que l'horloge induit un maximum de sommeil à ce moment-là, d'endormissement à ce moment-là, c'est la dette de sommeil. Quand on conduit à 4 heures du matin, généralement on ne sort pas de son lit. On était déjà éveillé avant. Donc on avait déjà une forte pression de sommeil. Mais même quand on contrôle pour tout ça, c'est encore à 5 heures du matin qu'on a le plus de chances d'avoir un accident de la route. C'est fait en laboratoire avec des simulateurs. Alors on va prendre encore 2-3 questions et puis on s'arrêtera. Je sais que vous êtes nombreux, c'est frustrant, mais voilà, on va prendre encore 2-3 questions. Donc il y a le monsieur. Qu'est-ce que vous conseillez pour réduire les cauchemars juste avant le réveil? Et puis aussi, qu'est-ce que vous conseillez quand on va à une réunion ou à une conférence à laquelle on porte beaucoup d'intérêt, on veut absolument pas s'endormir et clac, ça marche à tous les coups, on s'endort. Alors peut-être que c'est parce que le conférencier n'a pas été suffisamment lumineux pour maintenir éveillé. Il y a plein de raisons. Alors pour les cauchemars, il y a plusieurs raisons. Certaines personnes rêvent beaucoup plus que d'autres, non seulement parce qu'elles ont la capacité à mieux se souvenir de leurs rêves, mais aussi parce qu'apparemment il y a des grands rêveurs et des petits rêveurs. Quand on est un grand rêveur, on a plus de chances de faire des cauchemars qu'un petit rêveur. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent provoquer des cauchemars. Il y a aussi certaines situations de la vie de tous les jours, des situations de stress, d'anxiété qui peuvent conduire à plus de cauchemars. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a des cauchemars le matin avant de se lever. Pour ce qui est d'éviter l'endormissement, alors il y a plein de raisons. En général, une des choses qui doivent, c'est le cas de dire, d'éveiller attention, c'est si ces endormissements sont systématiques dès lors qu'on est dans une situation calme, sans stimulation externe importante, ça peut être un révélateur d'une dette de sommeil. Donc il faut s'interroger, est-ce que je ne suis pas en situation de dette de sommeil ? Et est-ce que si je dormais mieux, différemment, pas à la même heure, un peu plus longtemps, etc., est-ce que ça ne corrigerait pas le problème ? Donc il faut faire le test, il faut essayer. Et quelquefois, ça résout le problème. Pas toujours. Hein. Ah, alors ceux qui font des cauchemars vont avoir tendance à dire que oui, parce que certains ont du mal à se rendormir après un cauchemar. Mais le rêve et le sommeil font partie de la vie. Donc on ne va pas dire qu'ils vont perturber le sommeil. Ils font partie du sommeil. Mais dans certains cas, si les contenus oniriques sont très violents, sont très effrayants, ça peut induire un éveil et ça peut induire un trouble du rendormissement. Mais ça ne va pas induire un trouble du sommeil. Ça ne va pas induire un trouble du sommeil et ça ne va pas induire de dette de sommeil non plus parce que, a priori, on ne va pas faire un cauchemar tous les nuits qui va nous maintenir éveillés. Quand on se réveille, je ne sais pas, au bout de 2 heures ou d'une heure et demie, enfin d'un cycle de sommeil, est-ce qu'il vaut mieux essayer, on a plus de chances de se rendormir en essayant de se rendormir, en restant dans le noir et tout, ou est-ce qu'il vaut mieux passer
bon, je sais pas, reprendre un livre, etc., plutôt que de refaire le monde. Alors c'est une question intéressante. Si le meilleur moyen de faire dormir quelqu'un, quand les gens viennent nous voir, disent voilà j'ai une insomnie, etc., le meilleur moyen de faire dormir quelqu'un, c'est de lui dire on vous interdit de vous endormir ce soir. Vous ne devez pas vous endormir. Généralement les gens en une demi-heure dorment. Si par contre on leur dit vous devez dormir, personne ne va s'endormir. Alors j'ai compris, mais ça c'est pour un petit peu situer les choses. Quand on se réveille en pleine nuit, si on cherche à se rendormir, généralement on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à s'endormir. Or le sommeil c'est un phénomène qui doit venir de lui-même, il doit s'installer le sommeil, il doit prendre ses aises, il doit s'installer. Si on cherche à le trouver, on ne va pas le trouver le sommeil. Et donc le conseil pour des gens qui se réveillent la nuit et qui ont du mal à se rendormir, c'est de se laisser aller un petit peu, une quinzaine de minutes, et puis si ça ne marche pas, c'est de prendre un bouquin, d'allumer une lumière, plutôt rouge-orangé, plutôt de faible intensité, et puis de prendre un bon bouquin, éventuellement d'aller boire un verre d'eau, d'aller boire un verre de lait, pas de traîner trop longtemps avec des éclairements trop importants, trouver quelque chose d'assez, j'allais dire, ennuyeux, entre guillemets, ou qui ne va pas être trop impliquant, par exemple. Pas consulter ses messages, pas consulter ses emails, pas lire un livre qui nécessiterait, pas un roman policier. Et trouver quelque chose qui sera favorable finalement à l'endormissement. Pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance à ne pas pouvoir se rendormir quand on commence à cogiter. On cherche à se rendormir, on commence à cogiter, et le cerveau se met à travailler, et là on n'y arrive plus. Donc il faut changer de registre, il faut passer à autre chose, il faut déconnecter le cerveau en faisant quelque chose qui calme. Mais pas hésiter à se lever, pardon. Pas hésiter à se lever, si on n'y arrive pas, on se lève, on va faire quelque chose et on revient. Bon, si vous êtes d'accord, on fait les 2 dernières questions. Il y a 2 personnes là-bas au fond. Vous pouvez lui parler après. Les couches tôt, lève tôt, doivent être fatigués maintenant. Je voudrais savoir par rapport au changement d'horaire été-hiver. Est-ce qu'on a observé qu'il y a beaucoup de troubles ? Bonne question aussi. Alors, oui, il y a des troubles qui ont été observés. Pas beaucoup dans le sens heure d'été à l'heure d'hiver. Généralement, ça marche plutôt bien pour la grande majorité des gens. Par contre, pour le changement d'heure d'hiver à l'heure d'été, qu'on va bientôt faire là, à la fin du mois, c'est là qu'on observe le plus de troubles. Et pourquoi ? Parce que le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on doit avancer notre horloge d'1 heure. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'avancer l'horloge d'1 heure ? C'est difficile parce que la plupart des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont une horloge qui a tendance à prendre du retard. Donc pour avancer l'horloge, c'est un peu difficile. Et ce que les études ont montré, c'est que on observe, quand on regarde dans la première semaine qui suit le changement d'heure, d'hiver à été, on observe plus d'accidents de la route le lundi après le changement d'heure, sans doute à cause de l'horloge et aussi à cause de la petite dette de sommeil qu'on a créée. On a perdu 1 heure de sommeil et souvent on a perdu plus. On observe plus d'accidents cardiovasculaires, il y a plus d'infarctus du myocarde dans la semaine qui suit le changement d'heure. Il y a un peu plus d'événements de type, alors on ne va pas dire suicide parce que ce n'est pas ce que les études montrent, mais plus d'événements qui vont induire des consultations psychiatriques. Donc il y a quelques éléments comme ça qui laissent penser qu'il y a un impact sur la santé. Ça a été publié dans de bonnes études, dans de bonnes revues, donc on n'a pas de doute sur la qualité des études et des résultats. Donc il y a un effet. Oui. Alors qu'on a tendance à dire il n'y a pas d'effet, il y a des impacts chez les personnes âgées, chez les bébés, chez les animaux, c'est ce qu'on entend toujours. Or, on observe les effets chez tous ceux qui seront sensibles à changement d'heure et en particulier les couches tôt, lève tôt. Dans le cadre d'un travail posté qui m'obligerait à me lever 1 semaine sur 2 à 4 heures du matin, qu'est-ce que je pourrais faire pour... puisque si j'ai bien compris, du moment que je respecte mon cycle de 24 heures, donc sur 24 heures, j'ai ma période d'activité et j'ai ma période de sommeil d'environ 8 heures en moyenne, si je respecte ça, je n'aurai pas de problème. Donc à la limite, si je suis obligé de me lever à 4 heures du matin, dès l'instant où je dors à partir de 20 heures, j'ai mes 8 heures et je suis bien. À condition de respecter qu'à partir du matin, 4 heures du matin, je dois être exposé à la lumière, type lumière du jour, et qu'à partir de 20 heures, je suis dans l'obscurité totale. Est-ce que c'est viable sur du long terme ? Me décaler complètement. Oui, alors vous avez exactement compris ce qu'il fallait faire, c'est exactement ça. Il y a un élément à rajouter, il est facile de se lever à 4 heures quand on met son réveil,
Par contre, il est difficile de s'endormir à 20h ou à 19h, parce que pour dormir 8h, il faut vous coucher à 19h, si vous vous levez à 3h pour démarrer à 4h, sauf si vous vous levez à 4h. Et donc, ce qui est difficile, c'est de s'endormir à 20h. Et donc pour ça, il faut faire très très attention à son hygiène de sommeil. Il va falloir faire chuter son exposition à la lumière à partir de 18h. Éventuellement, en été, mettre des lunettes de soleil pour faire chuter cette exposition à la lumière qui maintient éveillé et qui permet à l'horloge de rester calée à l'ancien horaire, à l'horaire normal, on va dire. Donc faire chuter cette exposition à la lumière, avoir une routine qui va permettre l'endormissement à 20h, c'est-à-dire qu'à partir de 19h, on arrête tous les écrans, on induit des activités qui sont entre guillemets soporifiques, de la lecture, feuilleter un journal, éventuellement regarder la télé, mais vraiment des émissions qui sont le plus ennuyeuses possible, et surtout en général pour la télé, c'est on arrête 1 heure avant. Pourquoi ? Parce que on risque d'avoir le réflexe qu'on est beaucoup à avoir devant la télé, on reste devant, alors même qu'on est fatigué et qu'on devrait aller dormir. Donc il faut faire chuter très très vite, et en particulier pendant la dernière heure, tout ce qui va être activateur. Et le matin au réveil, en effet, s'exposer le plus vite possible à la lumière. En été, c'est souvent plus facile parce qu'il y a de la lumière déjà. 4 heures, c'est un peu tôt, mais à partir de 5 heures, on a de la lumière. 5-6 heures, on a de la lumière. Si on n'a pas de lumière et qu'on souffre de ces horaires-là, qu'on a du mal à s'adapter, il faut acheter une lampe, on en trouve d'occasion, on en trouve des neuves aussi, une lampe de photothérapie. Et à 4 heures du matin, quand on se réveille, on allume la lampe. Et on reçoit ces 10 000 lux de lumière, qu'est-ce qu'on reçoit normalement au lever du jour, pendant le petit-déj. Et ça va permettre à l'horloge de s'avancer suffisamment pour que le lendemain, on ait moins de mal à s'endormir à 20h. Et là où ça devient plus marrant, entre guillemets, c'est si je fais ça qu'une semaine sur 2, c'est possible, c'est viable. Par exemple, la 2e semaine, je me recale sur un horaire normal. Oui. Il faut reprendre l'hygiène de sommeil qui est adaptée à cet horaire de sommeil. Sachant qu'il y aura forcément un jour de jonction où la transition sera difficile. Voilà. En fait, au mieux, vous allez être parfaitement calé aux 2 scénarios, et donc vous n'allez avoir aucune dette de sommeil. Au pire, vous allez rester calé sur l'horaire habituel et avoir du mal avec votre horaire de nuit. Parce que, en plus de votre horaire de travail normal, vous avez les week-ends, vous avez les congés, qui restent des horaires normaux, on va dire. Donc la proportion d'horaires normaux versus les horaires de nuit sera plus importante, donc va éventuellement vous maintenir calé sur ces horaires de jour. Ce qu'il faudra faire là, c'est faire des siestes pour éviter d'avoir de la dette de sommeil le matin à 4 heures et surtout d'être fatigué et en début de poste et surtout en fin de poste, parce que vous savez bien que la fatigue s'accumule et que si vous avez mal dormi ou pas assez dormi, vous serez épuisé à la fin du poste. Donc pour éviter ça, il faut faire des siestes. Merci beaucoup. Petite sieste, éventuellement 2 siestes d'une demi-heure si nécessaire. Merci, il est 9h moins 10, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et puis je vous invite tous à nous joindre à côté pour boire un verre. Merci, au revoir.